Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomcat Next Gen, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui inspirent la nouvelle génération d'entrepreneurs français. Moi c'est Erika et avec mon co-animateur Patrice Thierry, le cofondateur de Tomcat et fondateur de ProWebCE, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Bruno Lévesque. Bruno est un entrepreneur surtout connu pour avoir cofondé PrestaShop, l'une des solutions e-commerce open source le plus utilisé au monde. Lancé en 2007, PrestaShop a permis à des centaines de milliers de marchands de créer et développer leur boutique en ligne, s'imposant comme un acteur majeur de l'écosystème e-commerce en France comme à l'international. L'entreprise a également connu un exit marquant une étape importante dans l'histoire entrepreneuriale de Bruno. Aujourd'hui basé à San Francisco, il accompagne de nouveaux projets technologiques et partage son expérience d'entrepreneur à grande échelle. Il est également cofondateur et CTO de Meowtel, une start-up américaine qui a elle aussi connu un exit, illustrant ainsi un parcours marqué par des réussites entrepreneuriales en Europe comme aux États-Unis. Nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Bruno et bienvenue dans Tomcat Next Gen. Super, merci Erika, merci beaucoup. Bienvenue Bruno, à mon tour de te souhaiter la bienvenue. Je suis évidemment super content et même c'est touchant de faire ce genre de podcast avec des personnages comme toi que je connais depuis tant d'années. J'ai essayé de me rappeler où je regardais la date de notre première rencontre, mais je pense que ça doit être 2009 max. Je ne sais pas si tu l'as trouvé, toi, cette Quelque chose date. comme ça, en effet. Ouais. Et donc, c'est super, super sympa de faire ce podcast. Merci à tous les deux parce qu'on enregistre en plein vendredi de Pâques. Et pour toi, Bruno, c'est encore pire ou mieux ou plus impressionnant parce que tu es à San Francisco et donc il est 8h ou 7h30 du matin. En effet, il est 7h30. 7h30, waouh, c'est beau. Et donc, bon, moi, pourquoi j'avais envie de faire ce podcast, pourquoi je t'ai contacté, Bruno? Évidemment, parce que tu as un parcours assez incroyable, ce qu'on appelle un serial entrepreneur, d'une part, donc ce qui est déjà assez rare de faire 2 boîtes de suite, et en plus à succès. Mais tu es en plus un serial entrepreneur des 2 côtés de l'Atlantique. Et ça, c'est d'autant plus rare, et on va en parler évidemment, tu vas tout nous raconter. Mais même pour ta première startup, donc PrestaShop, même pour celle-là, tu l'as américanisée aussi. La deuxième, elle est, si j'ai bien compris, 100% US-based. Donc c'est hyper impressionnant pour un entrepreneur français. Et je pense que tu as énormément de choses à partager et à apprendre aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent sur la différence entre faire du business en France et aux États-Unis et tout ce que tu as appris les 2 côtés de l'Atlantique. Ce qui est génial aussi, on va en parler beaucoup, c'est qu'on a démarré nos boîtes avant la French Tech, quoi, hein. La French Tech, BPI, tout ça, c'est 2015. Toi, tu as démarré ta première direct à la sortie d'école. Tu vas aussi expliquer comment tu as pu faire ce truc assez incroyable de créer un tel succès en sortant d'école direct en 2007. Moi, tu sais, je l'avais créé en 2000, je suis un tout petit peu plus vieux que toi, voire beaucoup plus vieux. Mais j'avais bossé pendant 5 ans dans un grand groupe américain, ce qui m'avait vachement aidé pour la créer ensuite en France. Et donc, genre, on a créé, il n'y avait pas d'iPhone, on était en version bêta PHP, MySQL, et donc on va beaucoup parler de cette petite chose-là qui se passe en ce moment, qui s'appelle l'IA, avec Claude, avec OpenClaw. Et comme tu es basé à San Francisco depuis quelques années, je pense que tu as énormément de choses à partager aussi avec nous. Donc ça va être super intéressant. Et puis on va parler aussi de plein d'autres choses, mais j'aimerais qu'on parle un peu de la vie à San Francisco, quoi, que tu nous racontes. C'est le rêve de tellement d'entrepreneurs. Moi, j'ai pas encore eu le courage ou pas encore eu le temps de le faire, mais je sais que tu vas me motiver à le faire. Mais passer du temps à San Francisco, ça doit être assez extraordinaire. Donc plein de choses. On parlera peut-être un peu aussi de politique locale avec notre pote, avec le Gavin Newsom, comme dirait Trump. Je sais pas si tu voudras en parler, mais c'est peut-être dangereux pour toi d'en parler, mais je te poserai 2-3 questions là-dessus aussi. Voilà, donc si on fait tout ça, ça peut être super. Et comme tu le sais, j'adore démarrer par déjà que tu nous racontes un petit peu
qui était le jeune Bruno, quoi, d'où te vient cette capacité à créer comme ça du succès, à avoir une vie d'aventurier comme tu as mené jusqu'à présent. Donc raconte-nous un peu qui était le jeune Bruno, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. OK, alors merci déjà de me recevoir. Donc en effet, Bruno, 42 ans, je vis aux États-Unis, mais je suis né en France. Je suis né dans une petite ville au sud de Paris, il y a maintenant, il y a un peu plus de 40 ans. Et donc mon parcours a été accidenté, puisque, ma mère est décédée, en fait, quand j'étais assez jeune, j'avais 5 ans. Et donc ça a été un épisode assez traumatique, mais qui en même temps m'a donné pas mal de force et surtout de résilience. Et ça, je l'ai compris seulement, beaucoup plus tard, finalement, en me repassant un peu les événements. Et donc mon père s'est retrouvé, lui-même était assez jeune, hein, il avait proche de 25 ans. Il était informaticien et il s'est retrouvé donc avec, ma petite sœur et moi-même, seuls à nous élever. Donc on a passé énormément de temps ensemble et il m'a transmis sa passion qui était l'informatique. Et donc, très jeune, je suis tombé dans la programmation. J'avais, 7 ans, hein, quand je faisais mes premiers programmes. Raconte un peu les programmes de l'époque, parce que Alors c'était un langage qui s'appelait le et sur quel QBasic. type de PC ou de... Alors c'était ce qu'on appelait un 486 DX 400 de mémoire, donc c'était un processeur Intel, hein, déjà à l'époque, donc un très vieux PC qui mettait, 2 minutes à démarrer quand on l'allumait. qui faisait beaucoup de bruit. À l'époque, en fait, pour faire des programmes, bah, fallait acheter des livres, il fallait apprendre la programmation dans les livres et généralement on commençait par recopier, des pages entières de code pour voir si elles fonctionnaient. Et donc il y avait pas, internet était encore vraiment, c'était les tout débuts. Et donc c'était pas forcément évident d'apprendre, donc ça mettait beaucoup de temps, mais en même temps ça permettait d'ancrer un peu les savoirs de façon plus approfondie. Aujourd'hui, on a tendance un peu à aller voir, à butiner un peu d'un contenu à un autre et d'avoir un temps d'attention qui est très court. Et à l'époque, c'était l'inverse. En fait, il fallait peut-être passer parfois 2 ou 3 heures sur un seul bug qu'on n'arrivait pas à résoudre. Par contre, une fois qu'on y arrivait, ça restait, pour toute la vie. Donc c'était une méthode d'approche, un peu différente. Et donc en fait, en parallèle de l'école, je suis tombé dans la programmation et assez jeune, donc vers 12 ans, j'ai commencé mes premiers sites internet, donc en 1996. Et déjà à l'époque, j'adorais créer, pour les autres. Et donc je créais beaucoup de sites communautaires et c'est ce qui m'attirait en fait. C'était vraiment de créer quelque chose et de le voir prendre vie et de voir les gens l'utiliser. Et donc ça a été très important pour la suite, on va en reparler, hein, mais sur PrestaShop. Et donc voilà, j'ai fait ça de 12 à 16 ans. J'ai fait plusieurs, sites internet, communautaires qui ont bien marché, que j'ai revendus au fur et à mesure. En 1996, on était quand même au tout début des sites internet, hein, et donc tu faisais ça comment? En basique, et tu avais quelle connexion internet? C'était quoi? C'était de l'AOL, du CompuServe, Donc j'avais AOL et après j'avais Orange avec ce qu'on appelait à l'époque des lignes Numéris, donc qui était un peu plus rapide. C'était un peu l'ancêtre de l'ADSL. Mais mon premier modem, pour te répondre, c'était un Motorola, 28.8, K, je crois, un truc comme ça. que tu as installé toi-même, j'imagine? Non, c'est mon père qui l'a Non? installé, Ah, j'étais bah très oui, jeune. ouais, ouais. Mais Sympa. donc les plus jeunes, en fait, aujourd'hui, pour un comparatif, en gros, ça vous permettait de télécharger à 7 ou 10 kilooctets par seconde. Donc on est à peut-être, 1000 fois moins, ou 10 000 fois moins qu'aujourd'hui. Donc c'était très lent, il fallait être très patient, mais là, encore une fois, ça permettait de laisser un peu du temps de cerveau disponible et de réfléchir à ce qui se passait. Donc c'était pas forcément une mauvaise chose. Et donc ensuite, à 16 ans, quand j'étais donc au lycée, j'ai rejoint une start-up, donc en 2000, qui s'appelait, leguide.com, qui était le principal concurrent de Google Shopping. Donc en gros, c'était juste un site qui vous permettait de trouver les meilleurs prix quand vous cherchiez à acheter un produit comme une télévision, par exemple, ou un matelas. Et donc ça a très bien fonctionné cette start-up que j'ai suivie pendant 5 ans. Évidemment, ils ont eu la crise, ils ont eu plusieurs crises successives, mais ça a été très formateur pour moi, et l'équipe est passée d'une toute petite équipe à une équipe, beaucoup plus grosse. L'entreprise avait levé des fonds, puis ensuite elle s'est introduite en bourse. Mais, le principal enseignement que j'en ai tiré, il y en a eu 3, je dirais. Le premier, c'était que, c'était une entreprise qui s'est
internationalisé très rapidement. Ils étaient européens en fait dès le début quasiment. Ils étaient présents dans une trentaine de pays et ça a vraiment fait leur force. Et j'ai compris assez vite que ça permettait de s'affranchir en fait des baisses de marché éventuelles, par exemple en France ou ailleurs. Donc c'est quelque chose que j'ai noté. Le deuxième point, c'est qu'il y avait énormément de bonnes fées en fait dans cette entreprise, de business angels. Certains étaient dirigeants d'entreprise, d'autres en fait étaient au conseil d'administration, mais ils passaient régulièrement. Et d'autres étaient également présents dans les mêmes locaux. Et donc en fait, moi étant très curieux et vraiment ayant soif de créer et d'apprendre, j'essayais tout le temps de passer du temps avec eux et de leur poser des questions. Et j'étais fasciné en fait par leur réussite. Et je savais déjà en fait que je voulais monter quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Et donc je mettais vraiment à profit ces années entre mes 16 ans et mes 21 ans pour emmagasiner un maximum de commentaires et de conseils et de réseaux en fait. Hem, Ouais, alors voilà. tu vois, pendant que tu me racontes ça, je regardais eBay, le site eBay est sorti en 1995. Donc toi, en 1996, tu faisais déjà des sites internet. Donc tu étais en fait un des tout premiers pionniers des sites internet, ce qui est quand même assez incroyable. Bon, ça explique aussi ton parcours, hein. Mais pour revenir sur qui tu étais quand tu étais, plus jeune, est-ce que, l'informatique, puisqu'on disait à l'époque l'informatique, hein, maintenant on dit plus ça, on dit le digital, la tech, mais tu te souviens qu'à l'époque on disait l'informatique. Est-ce que l'informatique, c'était vraiment ta seule passion ou tu as tout mis dedans, très jeune? Ou est-ce que tu avais d'autres centres d'intérêt? Alors j'avais du sport, j'ai fait du tennis pendant 7 ans. Je faisais également de la course à pied, j'ai fait pas mal de sport en fait. J'étais pas du tout reclus ou isolé, un peu l'image du Ouais, geek tu étais pas qu'on un pourrait geek à imaginer. 100%, ouais. Par contre, c'est vrai que et c'est encore vrai aujourd'hui, quand je me lance dans une passion, j'y vais vraiment à fond et je suis assez perfectionniste, ce qui peut aussi avoir ses mauvais côtés. Mais pour moi, je dis toujours, voilà, on fait pas les choses ou alors on les fait bien. Donc du coup, oui, je suis vraiment tombé dedans, à fond, à tel point que, pendant une grande partie de ma scolarité, j'étais sur mon ordinateur de 18 heures après les cours jusqu'à 3 heures du matin. Je dormais quelques heures, je faisais mes devoirs entre 6 et 7 heures du matin et à 8 heures, j'allais en cours. Et en fait, pour moi, c'était naturel. Je me suis jamais posé la question de est-ce que c'était, la norme ou pas? J'étais tellement dans mon monde, et internet étant tout nouveau, ça permettait de créer énormément de liens, que ce soit, en France ou à l'international. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et tu crois que, ça vient, principalement de ton père? Il t'a vraiment initié, il t'a pris par la main ou c'est juste comme toi, tu le voyais taper sur, un clavier, tu te dis: «Tiens, je vais faire comme lui»? C'est quelque chose que vous avez fait ensemble, que vous avez démarré ensemble? C'est quelque chose qu'on a vraiment fait ensemble, où je me rappelle, avoir fait plusieurs, séances avec lui, comme un peu comme des cours, hein, où vraiment il m'expliquait, qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'une boucle, faire nos premiers programmes ensemble et après, je pense qu'au bout de peut-être 2 3 ans, je me suis vraiment, ça a été beaucoup plus autonome. Mais c'était vraiment quelque chose, dans lequel je pense qu'il a investi pas mal de temps, et c'était pas une contrainte, c'était vraiment quelque chose que j'adorais donc il voyait que ça me faisait plaisir et je pense C'est beau. qu'on a progressé C'est ensemble. beau, c'est beau et donc est-ce que tu as pas eu toi, tu sais à notre époque, on parlait pas trop de crise d'ado, aujourd'hui, tu sais, quand un père, des fois, il passe du temps avec ses enfants, il y a une crise d'ado vers l'âge justement où tu tu as commencé à coder vers 12 13 ans. Donc toi, vous avez pas eu de crise d'ado, il y a pas eu de clash entre Non. vous, non, au contraire, il y a eu cette fusion entre vous 2 sur cette passion, commune, quoi et ça s'est bien passé? Globalement, dans toute ma famille, on est très calme. En fait, c'est très rare qu'il y ait des clashs. Il y a des familles où ça, c'est assez mauvais puisqu'au final, la tension monte, puis d'un coup, ça peut exploser. Mais chez nous, c'est pas le cas, en fait. C'est pas non plus une famille de taiseux, mais c'est peut-être un peu entre les 2. Donc, voilà, c'est paisible. Donc, Je c'est confirme, je plutôt confirme. harmonieux. Depuis 18 ans que je te connais, je confirme que tu es quelqu'un de très calme, même dans tes moments les plus difficiles et on en a souvent parlé et ça fait partie effectivement des facteurs clés du succès de l'entrepreneur donc OK, donc je comprends la chance d'avoir ton père, qui non seulement t'a transmis une passion, mais qui en plus, t'a pris par la main
et vous avez su développer tout ça. Donc, je comprends mieux pourquoi tu fais partie vraiment des précurseurs de l'Internet et des sites web au monde, on peut le dire. Et là, on peut basculer à quand on s'est rencontrés. Donc, on s'est rencontrés, je pense, 1 an après que tu aies créé PrestaShop. Et en fait, je ne sais plus si c'est toi qui es venu vers moi ou moi, je ne sais plus comment on s'est rencontrés. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? Par Denis Jacquet, qui faisait partie, je crois, de l'association Croissance Plus de mémoire. C'est vrai, Erika, il faudrait que tu mentionnes Ping, Denis Jacquet, un garçon très gentil qui a vécu aussi à Miami, avec là où tu habitais aussi, on va en parler après. Ouais, ouais. Donc c'est lui qui nous a mis en relation, effectivement. Et, euh, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche avec moi, c'est que, bon, j'ai 10 ans de plus que toi, donc j'ai l'impression que tu m'as pris un peu comme un mentor, parce qu'à l'époque, comme je disais, il y avait pas de French Tech, il n'y avait pas d'incubateur, d'accélérateur, il n'y avait pas d'entrepreneurs qui avaient fait des exits et qui aidaient les jeunes entrepreneurs. Et en fait, tu es le premier jeune entrepreneur qui m'a pris un peu en mentor. Et donc, ça m'a flatté, ça m'a fait plaisir. Et on s'est tout de suite bien connecté. On a une bonne connexion. Et je pense aussi qu'on a eu cette connexion parce qu'en fait, à la base, on est parti un peu de la même idée, mais avec des go-to-market différents. C'est-à-dire que moi, j'avais créé, donc 7 ans avant toi, en 2000, un générateur de sites intranet, mais que j'ai décidé en go-to-market de dédier à un marché, les RH, les comités d'entreprise, et sur un marché France. Au même moment, d'ailleurs, il y avait WordPress en 2000 qui se créait, mais à l'américaine avec une vision monde. Et toi, en 2007, tu as créé PrestaShop 1 an après Shopify. Donc, tu ne connaissais pas Shopify. Personne connaissait Shopify. Donc, tu étais à nouveau 1 an de décalage. C'est ça qui est quand même énorme dans ta vie. Parce que eBay, 1 an avant toi, Shopify, 1 an avant PrestaShop. Et je me souviens que j'ai tout de suite cliqué avec ton idée parce que je me suis dit, ouais, bah, moi aussi j'avais eu cette idée, mais en go-to-market, j'ai préféré faire un truc marketing plus ciblé, plus simple, à une destination sur laquelle je vais me focaliser. Alors que toi, tu avais eu cette vision à la Shopify en même temps, alors que tu ne les connaissais pas. Et toi, tu as une vision beaucoup plus large, internationale, multisegment, juste un générateur de sites internet, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi tu as pris cette décision? Comment ça t'est venu, cette idée donc de créer Shopify? Ah, ça a été bien. Ça vaut combien Shopify en bourse aujourd'hui? 100 milliards? Centaines de Ouais, milliards probablement. ouais. Et donc, bah, comment tu vis aussi maintenant, tu vois, comment tu as vécu l'arrivée de Shopify dans ton écosystème? Voilà, je pense que ça pourrait être une belle tranche de notre discussion, ça. OK. En fait, donc il y a eu 2 choses. La première, c'est qu'après le lycée, donc j'ai fait un cursus scientifique et après le lycée, j'ai rejoint une école Mhm. d'informatique, en région parisienne qui s'appelait donc Epitech. Et donc dans cette école, qui durait 5 ans, j'ai fait pas mal de programmes, de projets. Et arrivé en 4e année, on nous a demandé de faire un projet qui était de monter une boutique e-commerce en Java. Pour ceux qui ne connaissent pas le Java, c'est un langage qui est assez compliqué, pas forcément très agréable à utiliser. Et donc à l'époque, j'ai «négocié» entre guillemets avec le prof, pour faire ça en PHP, qui était un peu le langage web de l'époque. Et il m'a dit: «Non, mais le PHP, c'est trop simple». Et donc pour me mettre un peu des bâtons dans les roues et me décourager, il m'a dit: «OK, par contre, il faut que tu rajoutes, 50 fonctionnalités de plus que ce qui est demandé, en Java». Et donc j'ai dit: «OK». Donc il était étonné et donc je me suis, associé avec un groupe de 4 autres étudiants et on a fait ça et ça a duré, 2 ans au total. Mais on est arrivé avec un projet de fin d'études qui était vraiment top. On a fini donc, major de promo pour ce projet et arrivé à la soutenance finale, quand on a fait notre démo, le jury a demandé à chaque étudiant: «Alors, qu'est-ce que tu vas faire ensuite?» Et chacun a dit: «Bah, moi, j'ai reçu une offre d'emploi chez, Rue du Commerce, chez Untel, chez tout». Chacun avait ses jobs et donc l'école, était assez énervée, en fait, parce qu'on avait un projet qui était bien, qui était finalisé, qui était vendable, qui était marketable et on allait le mettre à la poubelle. Et donc ils nous ont dit: «Mais non, c'est pas possible, enfin, si vous lancez quelque chose, nous, on peut vous mentorer». Et il y avait également dans le jury donc mon patron de l'époque, qui est donc de Et l'audit attends, juste control. petite question. L'école avait pris des parts, un peu comme Stanford qui a des parts dans. D'ailleurs, un des plus gros morceaux du endowment de Stanford, c'est les parts qu'ils ont eu à l'origine de Google.
qui sont valorisés à quelques milliards, même si c'est même pas un petit pourcent, quoi. Donc, il n'y avait pas de participation de l'école à Non, l'époque. pas du tout. Et donc, Puis, ils n'avaient pas d'intérêt à poursuivre à part le fait de la belle histoire, quoi. en effet. Mais pour eux, c'était bien et encore aujourd'hui, je travaille beaucoup avec, cette école justement, pour faire de la transmission auprès des jeunes entrepreneurs et des étudiants. Donc, je pense qu'ils avaient raison, la vision était bonne et je suis content qu'ils nous aient poussés. Et également, dans le jury, il y avait des marchands e-commerce et il y avait également mon ancien patron donc de la start-up dans laquelle je travaillais, donc leguide.com. Et ils nous ont tous dit: «Mais nous aussi, si vous lancez quelque chose, on veut en faire partie, on peut vous aider», et ainsi de suite. Et donc moi, c'était vraiment finalement ce qui me manquait pour passer à l'acte un peu, quelqu'un qui me rassure et qui me dise, «C'est le bon moment, c'est la bonne idée». Et donc je me suis lancé comme ça, du jour au lendemain et malheureusement, aucun de mes 4 collègues de l'époque n'était prêt à prendre ce risque. Donc je me suis Mais alors, comment retrouvé. t'expliques ça, justement? Comment t'expliques? Parce qu'on a parlé de ta passion pour l'informatique, mais comment t'expliques que tu es devenu un entrepreneur, en fait? Parce que là, on le voit, Ouais. c'est flagrant, quoi. Tu as créé ça avec des potes, ils ont tous choisi de devenir salariés. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton choix, dans ta capacité à prendre ce risque? Ah, en fait, on a parlé de mon père qui m'a transmis la passion de l'informatique, mais la personne qui m'a donné vraiment le déclic entrepreneurial, c'est mon grand-père, qui est toujours en vie aujourd'hui, qui est dans sa 98e année, Waouh! qui a toujours toute sa tête. Bah, on le salue, on le félicite. Et en fait, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a fait donc, la guerre, donc il est né en 1929. Il a fait la Seconde Guerre mondiale quand il était très jeune, donc il avait, même pas, 15 ans, 13 ans, je crois. Il était dans le maquis, dans la résistance. Donc il a eu une enfance, pas facile et il s'est retrouvé, il me raconte toujours cette histoire après la guerre avec 2 francs, de l'époque dans sa poche et vraiment parti de zéro. Et il m'a raconté pendant toute mon enfance, à chaque fois, son cursus entrepreneurial. D'avoir monté au début, par exemple, au départ de nettoyer des chemins, comment dire? Des wagons, sales pour la SNCF, au chemin de fer, payer vraiment une misère. Puis ensuite d'emprunter de l'argent. À l'époque, on empruntait sur des taux d'emprunt à 30 pour, racheter une petite affaire. Et puis au fur et à mesure, ça a grossi, puis il a eu 4 ou 5 entreprises différentes, et donc en fait, à chaque fois, il me racontait un peu ses hauts et ses bas. Donc ça m'a vraiment, inspiré et pour moi, je me voyais déjà comme travaillant énormément quand j'étais jeune pour pouvoir prendre ma «pré-retraite» entre guillemets, plus jeune également. Et j'avais un Est-ce qu'il a pris sa retraite, lui? À quel âge alors il a pris sa retraite? j'étais jeune, donc pour moi, c'est difficile de mettre Ouais. une date dessus, mais je dirais Ah, que ces entreprises, de façon formelle, il les a peut-être arrêtées vers ses 50 ans. Et ensuite, à ouais, partir de là, il a vécu plus sur des revenus passifs, immobiliers, ouais. sur ses investissements. Après, c'est difficile de comparer des périodes puisqu'à l'époque, c'était un peu l'âge d'or, les 30 glorieuses. Et pour les Ouais. gens qui ont démarré des business dans les années, 60-70, c'était, un boom, incroyable. Mais donc, voilà, ça m'a beaucoup inspiré et je savais du coup très jeune que je voulais monter quelque chose. J'attendais juste la bonne idée, heu, mais c'était quelque chose qui était vraiment ancré en moi. Super. Et donc, alors, on revient, parce que j'ai fait une petite aparté, mais revenons, ouais, revenons sur le démarrage de PrestaShop. Pourquoi tu as choisi de te lancer sur ce go-to-market-là en particulier? D'où t'es venue en fait l'inspiration et c'était quoi ton objectif? En fait, je voyais énormément de sites e-commerce à l'époque qui fonctionnaient très bien, qui faisaient beaucoup de chiffre d'affaires alors que c'était les débuts, pourtant de l'e-commerce, mais qui avaient une apparence visuelle qui était assez, horrible et qui était vraiment pas agréable à utiliser, qui était souvent très lent, buggé. Et du coup, devenant de plus en plus confiant sur mes capacités à l'époque de programmation, de développement, j'ai réalisé que les logiciels qu'ils utilisaient étaient vraiment des trucs qui étaient pas terribles et je me suis dit: «Mais en fait, si on lance quelque chose qui est juste plus joli, plus simple à utiliser et qui est pas buggé et qui est plus rapide, c'est sûr que ça va marcher». J'en étais, convaincu et du coup, j'ai pris, quelques marchands, même avant mon école d'informatique, Epitech, et j'ai refait leur site internet, et j'ai vu qu'en effet, ça marchait mieux. Et je me suis dit: «Mais en fait, au lieu de le faire pour, 3 personnes, 10 personnes, je pourrais le faire, pour beaucoup plus de gens». Et donc, mon idée au final après, Epitech, c'était de faire un logiciel e-commerce, mais également de faire un métier d'agence. C'est-à-dire de fournir des sites e-commerce clés en main pour des sociétés
Et donc, mon idée de départ, c'était de me dire, je vais faire une boîte qui va faire peut-être entre 1 et 2 millions maximum de chiffre d'affaires. J'aurai 5 employés. On va faire des designs de sites e-commerce. On va utiliser notre propre logiciel. Comme ça, on aura un avantage compétitif et ce sera super. Et voilà. Donc, ça, c'était mon idée de départ. Elle était très Donc, simple. ouais, tu t'étais vraiment donné, en fait, ouais, tu es hyper structuré, tu t'étais vraiment donné une ambition. Tu t'es dit, mon ambition, c'est 5 salariés, 1 à 2 millions d'euros. Quand on était non, on était en euros, ouais, on était en euros. 1 ou 2 millions, c'est moi qui ai démarré quand on était encore en francs. 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, je vends la boîte et je fais de l'immobilier comme mon grand-père ou tu t'es dit, si ça marche, je suis prêt à aller plus loin. Il y avait un driver financier, mais je ne m'imaginais pas faire ça toute ma vie, mais je m'imaginais peut-être faire autre chose après, vu que vraiment cette passion de créer des choses, elle était déjà ancrée en moi et elle l'est encore aujourd'hui. Donc je me disais pas: «Tiens, je fais un truc, je le vends et j'arrête». Mais je me disais: «C'est plutôt je fais un truc, je le fais pendant 3 à 5 ans, puis ensuite j'en ferai un autre» et ainsi de suite. Et j'ai compris en fait plus tard et c'est vraiment le cas aujourd'hui que ma valeur ajoutée, dans l'entrepreneuriat pour moi, elle est vraiment sur les 3 à 5 premières années. Je suis quelqu'un qui, je pense, en toute humilité, est vraiment bon pour démarrer un business parce qu'il y a vraiment cet aspect, création. Mais ensuite, quand ça devient vraiment de la croissance pure et du management, là, c'est quelque chose que j'apprécie moins ou en tout cas dans lequel je suis moins bon. Et donc c'est pour ça, on en parlera sûrement, mais que j'ai choisi de m'épauler, à la fois sur PrestaShop, mais même sur Voilà. ma seconde boîte, Miahotel, j'avais déjà fixé un peu cet horizon de temps où je savais que quand la boîte allait grossir trop, j'arriverais dans une zone où je suis pas forcément la meilleure personne pour lui donner tout son Ouais. potentiel. C'est un vrai sujet et c'est un sujet sur lequel on bosse beaucoup à la Tomcat. Et je me souviens que beaucoup de nos discussions, toi et moi, tournaient autour de ça. Et donc, en fait, le sujet, c'est toujours, pour un entrepreneur, c'est de se dire combien de temps je suis prêt à piloter ma boîte, quoi. Et est-ce que j'ai les compétences pour l'emmener jusqu'à telle taille ou encore plus telle autre taille après. Il y a un peu du syndrome de l'imposteur, il y a un peu est-ce que j'ai même envie de le faire et je me souviens, on en discutait souvent. Et moi, mon conseil, et in fine, ça a un peu marché parce que tu as quand même vendu ta boîte au bout, PrestaShop, la première en tout cas, au bout de 15 ans, ce qui est quand même très rare, hein, parce que la plupart des entrepreneurs, comme tu dis, vendent leur boîte, quoi, ceux qui réussissent vendent leur boîte généralement bien plus rapidement. Plutôt l'année, comme tu dis, c'est généralement, moi je le vois, hein, j'ai investi dans une centaine de startups, c'est plutôt entre l'année 4 et 5, quoi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est très dommage de vendre à ce moment-là, parce que, en fait, c'est là où tu as fait le plus dur, tu as ramé, tu as enfin un PMF, généralement, au bout de 4 5 ans, tu as enfin un bon début de chiffre d'affaires, une bonne traction, et c'est justement là que tu reçois ta première offre de rachat. Parce que tu as fait le plus dur. Et donc, il y a toujours une boîte qui comprend que tu as fait le plus dur et qui veut te racheter pour profiter de ton succès, de ton travail. Et c'est ça et c'est là que j'explique aux entrepreneurs que c'est le pire moment pour vendre. Au contraire, c'est là qu'il faut s'accrocher. Et tu te souviens, on en discutait beaucoup parce que tu avais cette discussion. Dès l'année 3-4, tu étais déjà en train de te dire waouh, le management, le people, les RH, c'est pas pour moi. Et je me souviens, je te disais, mais non, continue, c'est génial, tu as une traction, tu es en train d'y arriver. Et je crois que ce que tu as réussi à faire, et tu vas nous en parler, c'est que tu as réussi à lâcher en partie ton poste de CEO, ce qui pour moi, je trouvais que c'était vraiment incroyable et que c'était même, je ne pouvais pas comprendre, et on en discutait, mais comment tu peux lâcher le poste de CEO? Comment tu peux faire confiance à quelqu'un d'autre? Alors, comment tu as réussi à le faire? Parce que tu l'as fait assez rapidement, je crois, hein. Tu l'as fait à partir de l'année 5 à peu près. Mais ce qui est bien, ça t'a permis de ne pas vendre et de continuer l'aventure pendant 10 ans. Mais comment tu as fait pour lâcher le poste de CEO? J'en discutais avec Guillaume Moubache, on en a pas mal parlé aussi parce qu'il le fait lui aussi. Comment tu as réussi et est-ce que ça a vraiment marché? Comment tu as fait pour que ça marche, quoi? Et trouver ton directeur général ou tes directeurs généraux, parce que tu en as eu plusieurs, si ma mémoire est bonne. En effet. Alors c'était en année 3-4 et en fait, à l'époque, je voulais m'expatrier aux États-Unis parce que la boîte était en train d'exploser et je sentais qu'il fallait aller à l'international et que le meilleur moyen de le faire, c'était d'être présent sur place et de montrer l'exemple et de s'assurer que la culture de la boîte et le produit allaient vraiment être bien adaptés. Et donc dans le deal que j'ai eu avec le board, qui était assez réticent à ce que j'aille m'installer aux US alors que la boîte était en pleine explosion en Europe, c'était OK, mais par contre, il va quand même falloir gérer les équipes sur place, donc faut un DG.
Et donc, à cette même période, on a également fait une levée de fonds Business Angel et il se trouve que dans les Business Angel, il y avait donc le fondateur de Meilleur Taux, qui s'appelait donc Christophe Kremer, qui lui, se retrouvait dans une fenêtre de tir, ce qui est assez rare, où il était disponible. Il venait de nouveau d'avoir de la dispo et donc c'était quelqu'un d'assez brillant, très bon en marketing et la boîte, à l'époque, était très bonne sur le plan technique, mais il lui manquait vraiment ce levier, marketing et commercial. On devait faire, quelque chose comme 700-800 K de chiffre d'affaires annuel, ce qui était bien, mais pas assez. Donc ça, je crois que c'était en année 2 ou 3 et donc on était avec une très bonne traction, mais on ne savait pas comment passer au-dessus des 5 millions. Et là, on avait quelqu'un qui, lui, l'avait déjà fait, qui avait connu une traction, fulgurante avec un très beau succès et donc on s'est dit: «Bah, il est dispo, il est expérimenté, le projet l'intéresse». Comment tu l'avais rencontré? C'était avant que tu fasses rentrer les fonds de venture. Toi, t'as eu qui? Tu as eu C-Venture? Donc j'ai eu C-Venture, j'ai eu Xange, j'ai eu Serena Capital et donc Ouais. ça, c'était en 2011. Donc là, c'était 1 ou Donc 2 c'était ans avant. avant ce tour de Série A. Ouais. Donc c'était Et vraiment un comment tu tour, l'as plus rencontré d'amorce. alors, Bruno? Parce que je l'ai rencontré aussi récemment là. Alors, Comment tu l'as rencontré, lui? je l'ai rencontré par les business angels que j'avais rencontrés du coup dans ma startup, avant. Donc, Igor Schlumberger, Patrice Magnard le connaissaient très bien. Puisque à l'époque, toutes les startups web à succès des années 2000 se connaissaient toutes, hein, elles traînaient toutes Il y en avait ensemble. pas beaucoup, hein. On n'était pas nombreux et effectivement, Meilleur Taux était une des plus beaux succès de l'époque, ouais. En effet. Donc, en fait, je me rappelle, je crois qu'avec, Christophe, on avait 30 ans et 30 jours d'écart, quelque chose comme ça. C'était assez marrant et donc, Et 30 minutes. 30 ans, 30 jours, 30 minutes. lui était très expérimenté, mais avait pas forcément connaissance des aspects, techniques et moi, c'était l'inverse. J'étais très focus sur la technique, ce qui était pas forcément une bonne idée. Donc, ça permettait de trouver des compromis, finalement assez malins et il a vraiment insufflé une très belle croissance à la boîte, pendant les années où il a été là. Donc, j'ai énormément appris de lui et c'était très agréable. Donc je regrette en aucun cas, moi, d'avoir lâché le poste de CEO. Je pense que ça a permis, justement à la boîte de prendre une autre dimension. Ouais, parce que toi, c'est là où tu es parti. Toi, tu es parti à Miami en 2010 à peu près, C'est ça, 3 ans après la création, hein. en effet. Bon, on s'est vu plusieurs fois là-bas aussi d'ailleurs, c'était assez Mmh. sympa. Donc, et après en France, à l'époque, le climat entrepreneurial n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il y avait énormément de défiance et de jalousie envers les entrepreneurs. C'était très compliqué. Je me rappelle que pendant 3 ans, j'étais quasiment le moins payé de ma boîte, comme souvent, hein, quand les entrepreneurs démarrent, surtout si on n'a pas levé de fonds ou très peu de fonds. Donc, en fait, je me rappelle en 2010, quand on a fait justement la levée Business Angel, je me suis dit: «Bon, je vais quand même me faire un plaisir parce que ça fait, 10 ans que je bosse et je me suis jamais rien acheté ni rien». Donc je m'étais acheté une Mini Cooper et l'attitude des Cabriolet gens, ou classique? une quoi? Une cabriolet ou une Non, non, une classique? classique, une Ah classique OK. Ouais, donc tu et pas été donc, foufou non plus? non, 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 mais pour les gens, c'était choquant. C'était: «Ah bah, ça Ouais, marche bien ta boîte», et en fait, il y avait ouais. c'était beaucoup de sous-entendus, c'était pas super agréable. Je me suis dit: Bah, «OK». en même temps, tu avais quoi? Tu avais 26 ans? J'avais bah, c'était 25? quoi en 2008? Donc, je me rends pas compte, 24? Ça, ouais. Ouais, donc très jeune, très jeune. Oui, très jeune, mais bon, j'avais bossé depuis que j'avais 16 ans et j'avais économisé tout ce que j'avais gagné, donc, je l'avais pas volé cette voiture et je travaillais énormément, donc, en fait, moi, ça me choquait pas. Mais C'est donc ça voilà. qui t'a donné envie de partir il y a pas que ça, j'imagine, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, ouais, aux US et pourquoi la côte, est, Miami et pourquoi pas directement San Francisco? Il y avait 3 éléments qui m'ont donné envie de partir. Il y avait en effet l'environnement entrepreneurial, il y avait le fait qu'on avait déjà atteint une quarantaine de personnes dans les effectifs et que la croissance était vraiment démesurée. Et que je sentais déjà que j'étais plus à ma place et que je passais mes journées à faire surtout du management, des rendez-vous, du RH et ça m'attristait. Et troisième point, c'était vraiment j'avais entendu, je crois que c'était le fondateur de Criteo, Jean-Baptiste Rudel, qui m'avait dit: «Si on veut être leader mondial, il faut forcément avoir un pied aux US et un pied en Europe». Et il me dit: «Essaye de réfléchir aux boîtes qui existent sur le marché, qui sont leaders mondial. Est-ce qu'il y en a une seule qui a pas un HQ aux US?» Du coup, j'ai essayé de réfléchir et en effet, c'est vrai que pour la plupart, elles peuvent avoir commencé en Europe, mais elles sont présentes aux US et donc il m'a expliqué qu'en effet, c'est important d'y aller, soi-même. Lui, c'est ce qu'il avait fait également.
Donc du coup, je me suis dit: «OK, c'est intéressant» et j'avais également des amis qui revenaient des US, donc qui étaient, français et qui me disaient que là-bas, l'environnement entrepreneurial était, beaucoup plus, libre et que beaucoup plus de gens avaient leur propre business, même si c'est des petits business. Ils sont indépendants, ils sont freelance, mais il y a beaucoup plus d'Américains qui font ça et c'est encore le cas aujourd'hui et du coup, ça m'a vraiment, donné, de l'espoir en me disant: «OK, en fait, je vais repartir plus ou moins de zéro. Je vais remonter un bureau là-bas. J'aurai un nouveau marché, j'aurai une équipe un peu plus petite et je vais également de nouveau pouvoir faire du produit», puisque c'est ça qui m'intéressait et la première chose que j'ai fait, on va en parler après, pourquoi la côte est, mais en arrivant aux US, c'est de rencontrer, tous les utilisateurs de PrestaShop, ou en tout cas quelques-uns, américains. Ouais, mais c'est ça, parce que tu avais quand même, un pourcentage, j'imagine non significatif assez significatif, pardon, de ton business, qui était aux US déjà, non? Tu es pas parti là-bas avec zéro chiffre d'affaires, On avait en provenance des 3000 US? e-commerçants américains qui nous utilisaient, ce qui peut paraître Ouais, là, beaucoup, mais qui c'est était c'est énorme. assez peu par rapport au parc mondial. Mais, on avait quand même une base assez intéressante et la plupart étaient sur la côte est, puisque encore aujourd'hui, l'e-commerce aux États-Unis est surtout situé en Floride, parce que moins de taxes, également parce que c'est très bien desservi en termes de transport, également parce que la main-d'œuvre est pas chère. Donc c'est soit la Floride, soit New York, soit la Californie. C'est un peu les 3 gros pôles e-commerce aux États-Unis et donc, à l'époque, je suis parti en vacances à Miami comme beaucoup de Français. Je ne connaissais pas du tout. C'était la première fois que je mettais un pied aux US et en effet, je suis tombé sous le charme, comme beaucoup de gens qui arrivent à Miami, c'est magnifique. Il y a des palmiers, il y a la mer, tout est propre, c'est safe, c'est hyper safe. C'était vraiment génial, donc très, très agréable, un peu une ambiance, sud de la France, mais là encore, je connaissais pas le sud de la France à l'époque. Tu as découvert le sud de la France après Miami. En effet. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit: «Waouh, c'est une qualité de vie qui est incroyable» et à Ouais, l'époque, je on avait confirme. quelque chose qui s'était également passé, qui nous avait propulsés, qui était la crise des subprimes de 2008 et en fait, le fait qu'il y ait cette crise financière, on aurait pu se dire que ça aurait tué PrestaShop, mais c'était l'inverse. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit: «On est en temps de crise, il faut que je gagne plus d'argent, donc je vais lancer ma boutique» et en fait, beaucoup de gens ont cherché à faire des revenus, secondaires ou des lignes de revenus additionnelles et donc nous, ça a vraiment été un catalyseur, du succès de PrestaShop et donc, à l'époque, en arrivant aux États-Unis, l'euro était beaucoup plus fort que le dollar, puisque la crise des subprimes était assez isolée, sur les États-Unis. C'était de mémoire, c'était 1,40. C'est monté jusqu'à 1,40 alors que là, 1,48. on est à 1,48. Ouais, Voilà, alors que là, on est à 1,15, ce qui est déjà très haut, quoique plus haut qu'il y a 1 an et demi, mais c'est vrai qu'on n'a jamais atteint les 1,48 depuis. Ouais. c'est ça et du coup, en arrivant avec ce taux de change, en tant que Français ou en tant qu'Européen, la qualité Tu de vie vivais bien. était Ouais. incroyable puisqu'on pouvait, s'acheter une maison, avec un jardin, une piscine et cetera pour 3 fois rien, pour le prix d'un studio, en fait, en France. Donc d'un coup, on avait une amélioration de la qualité de vie qui permettait du coup de se sentir mieux au travail aussi, puisque quand on est bien chez soi, on est en tout cas mieux pour moi, dans mon cas, au travail. Ça retire une source de soucis potentiels et donc, Et tes bureaux aussi étaient vachement sympas. Je me souviens, on s'était vu une fois, c'était je crois que tu avais acheté ta maison à Coral Gables oh non, et que j'étais tu as vers Fort non? Lauderdale, donc c'est au Ah, nord. Fort Lauderdale, plus au nord, ouais. Et tes bureaux étaient vers Brickell, qui était en train de commencer à éclore à l'époque et qui maintenant est fantastique, ouais. C'était le début du décollage de Miami Downtown, ouais. C'est ça, hein. Donc, j'ai passé, 4-5 ans à Miami à monter cette boîte donc, US qui en fait très, très vite a été rentable au bout d'1 an et demi, ce qui est assez rare pour des boîtes françaises qui s'expatrient aux US et Mais donc c'était une filiale totalement consolidée, c'était pas une boîte séparée? c'était une filiale qui appartenait à la maison mère en À la effet maison mère, ouais, c'est ça. et elle avait pour vocation majoritairement de faire de la vente aux US, et également du produit, mais vraiment, pour améliorer le logiciel pour les Américains. Mais piloté, par Christophe, Kremer ou toi tu Par moi. pilotais les US, lui pilotait la France? Vous vous étiez séparés un peu les continents? Donc,
lui, il pilotait la France et l'Europe. Moi, je pilotais les Amériques de façon générale, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et j'étais également président du conseil d'administration, il me semble, à l'époque. Donc, Et ça a marché. Cette répartition-là, ça a marché. Il n'y avait pas de friction ou de... il y avait forcément des frictions, puisque en fait, on pouvait avoir des choix produits un peu contradictoires. Donc ça, c'était parfois un peu challenging. Et également au niveau du board, puisque moi j'étais encore assez jeune et inexpérimenté, lui avait quand même fait plusieurs boîtes. Mais au final, l'un dans l'autre, on arrivait toujours à trouver plutôt un bon compromis. Et surtout, en fait, généralement, quand une boîte va bien et qu'elle est en croissance, on arrive à mettre de côté un peu nos différends. Et donc là, c'était le cas, en tout cas pendant un bon moment. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Ce que j'avais pas encore perçu à l'époque, c'était que Miami a une très mauvaise réputation auprès des Américains. Et donc la blague que Christophe Kremer aimait bien faire à l'époque, mais il avait tout à fait raison, c'est en fait, c'est comme si un Français, au lieu d'aller démarrer sa start-up à la Tomcat Factory ou à Station F, allait la démarrer à Saint-Tropez. Et en fait, sa boîte, elle peut marcher aussi bien qu'il veut, hein. Ça peut être un numéro 1 sur le marché. Ça tombe bien, je suis à Saint-Tropez en ce moment. Bah, voilà. À chaque fois qu'il va aller en rendez-vous pour pitcher, par exemple, un grand compte ou autre, on va dire: «Mais pourquoi vous êtes basé à Saint-Tropez?» Et il pourra donner tous les arguments qu'il souhaite. En fait, le cliché est tellement ancré dans l'imaginaire collectif que Saint-Tropez, c'est le bling bling et cetera, que les gens vont se dire: «Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Et puis c'est sens». les vacances, ouais, c'est C'est l'image ça. vacances versus l'image on travaille dur de New York et de San Francisco. C'est ça. Et du coup, on passait notre temps à se justifier. Donc, par exemple, quand on allait dans la Silicon Valley et qu'on rencontrait des Facebook ou autres et qu'on les pitchait, à chaque fois, ils nous disaient: «Il y a un red flag, il y a un truc qui pue un peu là. Pourquoi ils sont à Miami?» Sachant que la Floride a également une réputation d'avoir pas mal de gens qui sont dans l'arnaque, le scam, la magouille, etc. Ça a vraiment une mauvaise image. Et du coup, on se justifiait en permanence. Après, un des avantages qu'on avait, c'est que du coup, il y avait très peu de startups à Miami. Donc on arrivait à trouver des gens pour rejoindre l'équipe et généralement, une fois qu'ils nous avaient rejoints, ils étaient hyper fidèles. Parce qu'en fait, il y avait très peu Ouais. de startups, donc ils pouvaient rester, très longtemps. Et donc là aussi d'une certaine manière, tu as été précurseur parce que quand il y a été en 2008, effectivement, il y avait très peu de startups. Et maintenant, Miami est devenu un hub extraordinaire de startups aux États-Unis. Bon, ça reste derrière San Francisco et New York, mais il y a eu et Austin. Non, c'est Austin, ouais, Austin aussi, au Texas. Mais mais on en parlera plus tard, grâce au gouverneur, là, Gavin, de Californie, il y a eu une exode très forte quand même de start-upers sur Miami. Non, Miami, moi, j'y suis plus depuis pas mal de temps. Mon fils y est, il bosse là-bas. Mais je crois comprendre que Miami est devenu un gros hub de start-up, non? En fait, ça a été surtout Covid, hein, qui a généré une exode plus que le Plus gouverneur. que Gavin? Ouais, Ah en ouais? fait, on a énormément d'amis dans la Silicon Valley qui sont partis pendant Covid en Floride. Donc, il y a plusieurs intérêts. En Floride, il y a plus de place, il y a du beau temps, il y a pas de taxes, contrairement à Californie qui a jusqu'à 12 ou 13% de taxes, en plus des taxes du gouvernement. En Floride, c'est zéro. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillaient pour des sociétés type GAFAM qui ont déménagé en Floride, ont ensuite vendu leurs actions en étant en Floride, donc pour ne pas payer d'impôts, et Ah qui ouais. ensuite se sont dit: «Bah, je vais rester là jusqu'à temps que Covid se termine». Et donc il y en a beaucoup qui, au final, sont revenus. On en a plein des exemples comme ça, et certains qui sont restés. Maintenant, sur les types d'entreprises qui existent à Miami, il y en a sûrement qui sont très, très bien, hein. Mais pour la plupart, quand on regarde, c'est surtout des boîtes qui sont dans la crypto, dans la finance. Ça attire un certain type de start-up, mais pas forcément, typiquement des start-up AI. Je suis sûr qu'il y en a à Miami, mais la grande majorité, elle est plus sur San Francisco. Ok. Et après, on a aussi une ville qui n'a pas été citée, qui est Boston, où il y a quand même pas mal de Ah. de belles boîtes aussi, notamment dans le logiciel, enterprise. Donc Ouais. Alors, si tu devais donner un conseil à nos jeunes entrepreneurs qui veulent se déployer aux US en ce moment et qui sont principalement sur du B2B ou B2B2C, SaaS, même si on va parler un peu de SaaSpocalypse aussi, tu leur conseillerais, toi, quelle ville?
Alors pour démarrer, vraiment pour avoir ça dépend à quel stade ils en sont. Est-ce qu'ils ont déjà leur prototype? Est-ce que leur produit marche et cetera? Ouais, PMF atteint et déjà un petit million d'ARR, quoi, voire plus. D'accord, OK, donc c'est déjà un bel achievement. Donc là, Mmh. ça dépend ce qu'ils viennent chercher. Est-ce qu'ils cherchent, des fonds? Est-ce qu'ils cherchent de la croissance pure? Est-ce qu'ils cherchent à grandir leur équipe avec des talents? La chance qu'on a d'avoir dans la Silicon Valley, c'est qu'on a ce triptyque justement où il y a énormément de fonds qui cherchent à investir. Il y a parmi les meilleurs talents du monde, et également on peut avoir pas mal de croissance avec des partenariats avec les boîtes qui sont sur place. Et donc avoir un écosystème comme ça, c'est pas évident. Si on va plus à New York, on va avoir davantage de la finance pure, et c'est pas le même type d'acteurs financiers. Et on va avoir également un intérêt de la proximité avec l'Europe. Donc s'ils ont un business qui est très lié à l'Europe et qu'ils ont besoin d'être en contact avec des Européens en permanence, c'est sûr que New York est un peu mieux. Donc moi, j'irais en tout cas, je choisirais New York ou Boston? plutôt New Pour York, toi, je la dirais. différence entre New York et Boston, c'est quoi, en fait? Alors, bon, je suis allé à Boston que 3 fois, donc c'est difficile de juger. Mais à Boston, j'ai senti un climat peut-être plus apaisé, plus serein, une ville qui est un peu moins en effervescence et donc peut-être plus pour des boîtes un peu plus matures. Mais c'était ma perception personnelle. Là où New York, donc on appelle la ville qui ne dort jamais, je pense que c'est vrai, hein. J'ai ressenti que les gens bossaient énormément, même plus qu'en Silicon Valley. C'est des acharnés et en fait, la vie coûte tellement cher que tout est T'as centré pas le vraiment. choix, tu dois Voilà, bosser. c'est ça, tout est centré sur l'argent. Alors moi, Et les impôts sont aussi élevés qu'en France. les impôts Donc, tu as sont un double sont incentive à bosser. sont élevés, en effet. Ouais. Donc mais en fait, je pense que ça dépend du secteur dans lequel, la startup est. Ça dépend si elle est liée avec l'Europe et ça dépend ce qu'elle vient chercher. Typiquement pour une boîte d'AI, j'irais clairement dans la Silicon Valley. C'est ici que ça se passe en ce moment, c'est là qu'il y a les fonds, c'est là qu'il y a les contacts, c'est là qu'il y a les talents. Venez ici, vous allez pouvoir assez facilement décoller et avoir des bons contacts dans les premiers mois. À San Francisco en ce moment, là, on se parle en avril 2026. Vous allez sur luma.ai, vous allez voir qu'il y a une soixantaine de meet-up AI en avril, juste en avril. Ça veut dire que tous les jours, Comment vous tu allez dis? en C'est quoi le site? Pardon, j'ai pas entendu. Luma? luma.ai. AI. Et Euh, c'est quoi ça, luma.ai? donc c'est un peu le successeur d'Eventbrite. Donc en gros, c'est Ah, un ok. site qui recense les Ah oui, événements. oui, bien sûr. Ok, ok, bien sûr, bien sûr. Et donc ces meet-up pour la plupart sont gratuits. Il y a également des salons en fait régulièrement. Il y en a un la semaine prochaine sur l'AI. En fait, on en parle à outrance et je pense Tu en as fait combien sur les 60? là, on est au début du mois, mais je me suis Ah, inscrit à 3. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. En ouais. fait, Et les trois sur lesquels tu t'es inscrit, c'est quoi les titres et les sujets? alors il y en a un, c'est une sorte de hackathon où en fait on construit quelque chose, ça commence je crois à 20 h et ça finit à 2 h du matin. Et donc je vais y aller avec mon plus jeune frère qui a 19 ans et qui me rend visite en ce moment et on va faire équipe ensemble et on va construire un projet, mais peu importe ce que ce sera, c'est plus pour le fun. Super. Ouais. Sur quel outil? Alors c'est Claude Code. Claude. Et Claude, ensuite Claude OpenClaw aussi ou juste Claude? juste Claude, juste Claude. Ok. Ensuite, il y en a un, je crois que c'est sur, comment vendre, quand vous êtes une boîte SaaS. Alors c'est pas mon cas, mais ça m'intéresse et en fait, c'est, la fille qui présente, c'est la Head of Sales de OpenAI qui explique comment ils ont lancé, la vente aux enterprises depuis le début et du coup, vous avez la chance de rencontrer ce type de personnes qui vous expliquent depuis zéro comment ils ont démarré et Ils évidemment, sont bah passés à combien, OpenAI là? 2 milliards d'ARR là, j'ai vu? OK, je pensais que c'était plus, mais Plus? Ouais. Bon, allez, ça probablement. va tellement vite que c'est peut-être un chiffre d'il y Il a 3 mois semblait qu'ils qu'il devait faire sortent. 10 milliards sur l'année, mais après, Ah, peut-être 10 que je me suis milliards. trompé. Voilà. Voilà. Incroyable. En 2 ans, 3 ans, ouais. Et le troisième meet-up, je me rappelle plus, mais ça me reviendra peut-être. Et c'est physique ou c'est digital? Ah ouais, donc il faut vraiment, ouais, donc là, il y a vraiment l'intérêt d'être sur place, ouais. 60 meet-up AI dans la baie. Waouh. Et il y a combien de personnes, combien d'entrepreneurs à peu près à chacun de ces événements? Ça va vraiment de 30 personnes pour les plus petits jusqu'à, une centaine. C'est rarement plus. En fait, il y a pas de très grandes salles à San Francisco ou alors faut vraiment les louer, mais c'est moins facile d'avoir des grands meet-up ou alors sinon, il faut aller plus au sud vers, Stanford ou autre. Là, il y a des plus grands événements. Le plus Et gros c'est événement Silicon Valley style, c'est-à-dire que c'est gratuit ou c'est... La plupart des événements sont gratuits ou alors c'est vraiment très Waouh. peu cher, c'est de l'ordre de 10 $ ou 20 $, donc c'est vraiment juste
pour que les gens committent à venir à l'événement. Puisque Extraordinaire. quand c'est gratuit, c'est plus compliqué parfois. Mais le plus gros événement auquel j'ai dû assister ici, c'était Steve Wozniak, donc un des cofondateurs d'Apple, qui venait partager son savoir ou son expérience. Et pour le coup, c'était dans une université. Et ils avaient rempli tout le stade de basket de l'université. Donc on était plusieurs centaines ou peut-être 1000 personnes. Et c'était gratuit, c'était génial. Et donc ça, en fait, ce genre d'événement, il y en a quand même très régulièrement. C'est inspirant et pour des gens qui sont curieux et qui ont soif d'apprendre, c'est juste passionnant. Bah, tu m'étonnes. Et il y a beaucoup de Français. Vous êtes, tu fais partie d'un groupe de Français, la diaspora française sur place. Vous vous serrez les coudes, vous faites des trucs ensemble. Il y a 80 000 Français dans ce qu'on appelle la Bay Area, donc c'est la région de San Francisco et tout ce qui est autour. C'est la plus grosse communauté française aux US, juste avant celle de Miami ou de mémoire. Il me semble qu'il y a 40 000 ou 50 000 Français près de Miami. En fait, ici, ils sont quasiment tous dans la tech. Il y en a partout. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui travaille chez Google, chez Facebook ou autre, vous allez sur LinkedIn, vous sélectionnez ceux qui parlent français, vous allez voir, il y en a des dizaines, des centaines. Par exemple, ma femme travaille chez Salesforce et ils ont un groupe dans Slack qui s'appelle French Force. Et une fois par semaine, ils se réunissent tous entre Français pour aller manger ensemble et échanger sur leur vie dans la baie. Donc, En fait, donc vous vous êtes fait plus de copains français à San Francisco qu'en France. je n'irai pas jusque-là, mais en fait, c'est un peu le propre des expatriés. Assez souvent, ils essaient quand même de s'entourer. C'est très facile d'établir un contact Bah, oui. avec les siens. Et donc, c'est vrai que nous, ici, peut-être 70% de nos amis sont français et 30% sont américains ou internationaux. Mais c'est beaucoup plus facile, en effet, puisqu'on a la même culture, on a la même approche, on pense de la même façon. Donc, bon. Et ça fait combien d'années déjà que tu vis à San Francisco? Alors, je suis arrivé en 2014, donc maintenant, ça fait Ah 12 ans. ouais. Ah oui, donc Euh, t'es un local là. Tu as eu ta carte de citoyen de San Francisco. on peut Et- dire ça. bon, on va revenir sur PrestaShop parce qu'on n'a pas fini, mais quand même, on est parti sur San Francisco et ça m'excite beaucoup parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est aussi un de mes rêves, comme beaucoup d'entrepreneurs du monde entier, d'y passer un peu de temps. C'est quoi ce que tu as, sur les 14, ça fait 14 ans, 12 ans que tu y es, c'est quoi ce que tu préfères le plus à San Francisco? Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer? Et à l'inverse, qu'est-ce qui te gêne, quoi? Donc, il y a deux choses que j'adore ici. Le premier, vraiment la première, de très loin, c'est la stimulation intellectuelle. C'est que en fait, en permanence, vous côtoyez des gens qui sont vraiment top, qui ont plein d'idées. Ça vous donne, en tant qu'entrepreneur, un boost phénoménal. Et ce que m'avait dit un de mes VC qui m'a fait découvrir la Silicon Valley en 2011, il m'avait dit, tu verras ici, c'est la première division. Tu peux avoir l'impression d'être super bon à Miami ou à Paris. Tu vas voir quand tu vas arriver à San Francisco, tu te retrouves en troisième division. Tu es au bas de l'échelle. Il faut vraiment que tu prouves que tu peux en faire partie. Et tu as vraiment des étapes à franchir. Et donc, il avait tout à fait raison. Et en fait, et j'estime pas être arrivé en première division aujourd'hui encore, mais en fait, il y a en permanence des talents qui arrivent ici. Et le fait qu'il y ait énormément d'argent et de talents et d'écosystèmes concentrés fait que bah, on s'ennuie pas. En fait, partout où on va, on rencontre des gens géniaux. Et donc, il y en a aussi sûrement à Paris et à Miami, en fait. À Miami, j'en avais peut-être, je dirais sans exagérer, entre 10 et 20 fois moins ce type d'interaction. Donc ça, c'est top. Ensuite, le deuxième point, c'est plutôt personnel. C'est qu'en Californie, on ne s'ennuie pas. En fait, à 2 heures autour de San Francisco, on va avoir à la fois beaucoup de verdure, de nature. On va avoir des vignes avec la Napa Valley. On va avoir, si on pousse un peu à 3-4 heures de voiture, on va pouvoir aller faire du ski au lac Tahoe. En fait, on a une multitude d'activités et de climats. Et donc, en fait, c'est très, très agréable. Et on a un climat qui est celui de Lisbonne, au Portugal, hein, c'est le plus proche. C'est-à-dire, c'est un climat très tempéré où toute l'année, il fait entre, on va dire, 15 et 25 degrés à peu près. J'exagère à peine. Et du coup, il y a très peu de variations. Donc, c'est très agréable. Et on peut sortir en t-shirt presque tout le temps, surtout si on habite un peu au sud de San Francisco, où il y a moins de froid et de brouillard que dans San Francisco. Ensuite, sur les points que je n'aime pas, une des raisons qui me fera sûrement partir,
c'est qu'il y a Ah, une c'était déconnexion. ma question d'après. Est-ce que tu te vois un jour quitter San Francisco? Alors oui, totalement. La raison, en fait, c'est qu'il y a une déconnexion totale pour moi entre le coût de la vie ici et ce qu'on a en retour. C'est extrêmement cher. Alors je sais qu'on va me rétorquer: Alors, «Oui, mais les salaires sont ouais, élevés». alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Moi, il y a deux trucs que je comprends pas. C'est que dans un endroit aussi où il y a autant de gens smart, comment ils ont pu mettre un Gavin Newsom en place avec sa promesse, les promesses qu'on connaît de ces gens de gauche, où en fait, il n'a fait qu'empirer la situation, si je comprends bien, parce que comme tu dis, il y a une décorrélation totale entre le niveau de vie et le coût de la vie là-bas, d'une part. Alors il y a plusieurs choses ici. Comme diraient les Américains: «There's a lot to unpack». Donc en gros, ça veut Ouais. dire on va prendre les sujets un par un. Le Mmh. premier, c'est qu'aux États-Unis, c'est très subdivisé. Ça veut dire que le président a des responsabilités, plus au niveau national avec l'armée et cetera. Ensuite, on a les États, donc il y en a 51 et chacun, c'est une sorte de mini pays. C'est beaucoup plus fort qu'une région en France, puisqu'ils sont indépendants en termes de finances pour la plupart. Et donc, c'est ça que dirige Gavin Newsom. Et ensuite, il y a les comtés et ensuite, il y a les villes. Donc, en fait, sur San Francisco, typiquement, le gouverneur, il a très, très peu d'impact. C'est plutôt le maire de la ville qui a un impact. Et en l'occurrence, la mer qu'on a eu pendant assez longtemps là, à San Francisco, qui a vraiment dégradé la qualité de vie dans la ville. Ouais, mais comment t'expliques que dans un État, comme tu le disais, où il y a des gens tellement exceptionnels, où il y a une effervescence intellectuelle de très très haut niveau, comment ils ont pu voter pour des gens comme ça? En fait, je pense que c'est une question surtout de positionnement. La Californie a toujours été un État assez rebelle hein, dès les années 70. Je pense à l'époque avec le Peace and Love, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, cette Bon, en période-là, sachant qu'Erika est de Los Angeles, hein, donc parfait. elle a peut-être son mot à dire aussi. Hem, En fait, ça a été toujours un État assez rebelle et qui se bat beaucoup pour les droits et autres et donc ça, c'est plutôt une bonne chose sur le fond. Et je pense qu'en fait, au fil du temps, beaucoup de gens se sont un peu radicalisés et c'est devenu ils ont peut-être un peu perdu de vue les raisons du combat et c'est devenu plus une posture. Ouais. On n'aime pas Trump, du coup, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il dit, on va se positionner contre, pour des questions de principe, en fait. Et ça, on le voit pas mal autour de nous. Les gens qui regardent même pas forcément ce que Trump va faire. Moi, je suis pas du tout un supporter, hein, mais ils vont pas du tout creuser, ils vont pas regarder. C'est une question de principe. On va se mettre contre. Et du coup, ça engendre parfois des décisions qui sont pas forcément très rationnelles ou bénéfiques pour la communauté. Et donc, la Californie est un des États où il y a le plus d'impôts hein, de tous les États-Unis. Les Français Non, me je suis croient. d'accord avec toi sur l'opposition à Trump, et ça, c'est pas que la Californie, c'est toutes les États-Unis, puis c'est quoi? C'est la moitié des États-Unis et c'est le reste du monde. Sauf que la catastrophe politique en Californie, elle date de bien avant Trump. Trump, ça Oui, fait qu'un an qu'il est là. Bon, il y après, il a avait eu il y a Schwarzenegger, 4 ans. il y avait la Voilà. Où Californie là, a c'était un autre été. niveau. Quand il y avait Schwarzy, c'était un autre niveau, la Californie. Il y avait un excédent. Je crois que quand Schwarzy a quitté son deuxième mandat de poste de gouverneur de Californie, il y avait un excédent, donc il faudra vérifier sur chat ou Claude, l'État avait un excédent budgétaire, je crois, de l'ordre de 10 à 15 milliards de dollars. Mhm. Avec Gavin Newsom, comme dirait Trump, je crois qu'on est passé à 20 milliards de déficit, Oui. l'inverse, tu vois. Donc gabegie total. En fait, il y a une Donc gestion des la posture, c'est un sujet, mais pas que, quoi. il y a une gestion des finances publiques qui est très, douteuse. Je vais donner un exemple chiffré qui est vérifiable facilement sur le site officiel de la ville de San Francisco. À San Francisco, donc la ville n'a que 830 000 habitants, donc c'est pas une si grosse ville que ça et pourtant elle a un budget de 13,3 milliards de dollars par an. Donc c'est juste énorme. Vous comparez ça aux Ouais. villes en Europe ou en France qui ont 800 000 habitants, allez voir les budgets, c'est beaucoup plus proche des 2 millions, 3 millions, pardon, de 3 milliards que 13 milliards. Et ensuite, quand vous regardez ce budget, il y a 1 milliard 2 qui est à destination des sans-abri. Donc très bien, on peut se dire c'est bien une ville qui prend en charge les problèmes sociaux et qui va vraiment essayer de les régler pour réduire la pauvreté et en fait, quand vous venez à San Francisco, même en tant que touriste, je vous mets au défi d'aller passer, une semaine dans la ville et regarder la situation des sans-abri et c'est catastrophique Bah, il y et en a beaucoup. Moi, j'y étais il y a 6 mois. Mais le chiffre que tu donnes, ouais, j'avais regardé aussi.
Je crois que le budget par sans-abri, il est de 120 000 dollars à San Oui, Francisco. c'est Donc là, ça. l'entité du gouvernement qui gère ça, elle touche 120 000 dollars par an par sans-abri. Et donc, en fait, elle a quasiment une incentive à garder ses sans-abri sur place, sinon elle va perdre son budget. Et donc, ça devient en fait un business mortifère, quoi. Donc, beaucoup de sureffectifs également dans l'administration, des très gros salaires. Enfin bon, c'est vraiment triste de se dire qu'on est dans une zone qui est très active économiquement, qui pourrait réussir super bien et qu'on a tout ça qui nous tire vers le bas. En fait, c'est quoi les En conséquences fait, tu as là? deux niveaux. Ouais, c'est comme si tu avais deux niveaux de citoyens, quoi. Tu as les citoyens dans le privé qui sont à fond et qui créent énormément de valeur et de richesse. Et puis, t'as les élus politiques qui sont pas du tout au niveau et qui font une gabegie et qui, malheureusement, pas mettent en péril parce que le privé continue à bosser comme des fous et il continue à créer autant de richesses. Mais en tout cas, qui ne sont pas au niveau pour que ça soit cette histoire extraordinaire que normalement la Californie devrait être avec tous ces talents dans le privé qui font un travail exceptionnel, quoi. Donc c'est dommage qu'il y ait moi, c'est le truc qui me frustrerait le plus si j'habitais là-bas, de voir ces deux niveaux de citoyens et de performance qui sont quasiment à l'opposé l'une de l'autre, quoi. En tout cas, peut-être en conclusion, j'allais dire que moi, je suis plutôt apolitique, non politisé. J'ai juste envie que la société se porte bien. Et du coup, je suis content parfois de voir des initiatives des deux côtés. Ça ne me gêne pas de payer des impôts. En Californie, on a quand même le taux d'impôt le plus élevé de tous les États-Unis. On est à 53%, un truc comme ça. C'est sur les tranches les plus hautes, hein, évidemment, au total, en cumulé. Et en fait, ça ne me gênerait pas de payer ça s'il y avait la qualité de vie et les services en retour. Et je trouve qu'ils ne sont pas au rendez-vous quand on compare peut-être à d'autres zones du monde, comme les pays nordiques, par exemple, où, OK, bah, les Mmh. impôts sont aussi très élevés, mais c'est quand même différent. Et il y a un climat potentiellement plus apaisé, plus sain également. Donc si tu devais partir de qu'est-ce qui te ferait partir, en fait? Parce que je t'ai interrompu encore, j'arrête pas de t'interrompre, mais c'est normal, c'est une discussion. Tu t'as dit qu'à un moment, tu as dit que tu allais partir ou que tu étais prêt à partir. En fait, pourquoi et pour où? Alors en fait, pour moi, ce qui fait sens d'être ici, là, au cœur de la Silicon Valley, c'est vraiment si vous êtes actif dans la tech, vraiment pure, et que vous avez soit un poste dans une startup, soit que vous êtes en train de créer une startup, ok, ça fait sens d'être ici. Et ce coût de la vie très important, vous allez le compenser avec des revenus qui sont généralement importants également. Quand vous commencez à être peut-être plus dans une seconde phase, comme celle ou troisième phase, dans celle où je suis, où vous êtes plus sur des revenus peut-être un peu plus passifs, puisque vous avez déjà vendu 2 boîtes. Ça fait beaucoup moins de sens en fait, d'être ici, sauf si vous voulez faire de l'investissement éventuellement. Mais si vous voulez peut-être juste, ce qui est mon cas, faire plus de la transmission, de l'accompagnement de jeunes entrepreneurs et vivre sur des revenus peut-être un peu plus passifs, à ce Ouh moment-là, là là, tu vas nous rejoindre dans la Tomcat, toi, alors. Tu en potentiellement train de nous annoncer 2 choses. Tu es en train de nous annoncer que tu vas pas monter une troisième boîte. pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr. Ah, OK, et que peut-être tu vas nous rejoindre dans la Tomcat. Bon, bah, c'est beau ça. Mais donc, oui, en fait, ça ne fait sens d'être ici que si on participe à cet écosystème et que du coup, on arrive à avoir un niveau de vie, correct. Mais ici, les gens qui ne sont pas dans la tech de façon active ont vraiment une vie qui est compliquée financièrement. Enfin, j'exagère pas, quoi. Tout est très cher. Vous allez aller au restaurant, même un resto de base, pas un truc dingue, ça va être très cher. Ça va être 70-80 $ par personne. Donc, c'est pas. Mais ça, il faudra me l'expliquer un jour et personne n'y arrive. Mais bon, on va s'arrêter là parce que c'est pas un podcast politique, même si ça fait du bien de temps en temps de se défouler un peu. Mais revenons sur PrestaShop parce que à quel moment tu as découvert que Shopify venait de naître et que ça devenait, j'imagine, ton concurrent principal? Moi aussi, j'ai eu des concurrents au fil de mes 17 années qui se sont créés et donc ça m'a provoqué des réactions, ça m'a provoqué tout un tas de trucs. Quand tu as découvert l'arrivée de Shopify sur ton marché, est-ce que ça t'a dynamisé? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que tu t'en foutais? Comment tu as réagi par rapport à l'arrivée de Shopify? Alors, on a eu 2 concurrents sérieux et avant Shopify, il y en avait un donc qui s'appelait Magento, donc qui Ah oui, était je m'en un souviens de Magento, oui, mais ça c'était américain, oui, oui. Mais bien également. sûr, ouais.
Ouais. qui était basé donc de mémoire, il me semble à Boulder, au Colorado, quelque chose comme ça, ou à Los Angeles peut-être. Bref, assez sérieux, qui a démarré la même année que nous, mais qui avait une approche américaine, c'est-à-dire que très souvent, la différence entre les entrepreneurs français et américains, les Français, on veut montrer que notre produit, il a toutes les fonctionnalités, c'est le meilleur produit, il est super, il est plus rapide, ici et ça. La vérité, c'est qu'on s'en fout totalement. En fait, ce produit, il est là pour résoudre un problème. Et ce qui compte, c'est que ce problème soit résolu et que, en fait, on arrive à le vendre en racontant une belle histoire autour. Et les Américains sont excellents là-dedans. Parfois, ils n'ont pas de produit ou un produit qui est naze, mais ils savent tellement bien raconter l'histoire et expliquer à une personne qu'elle a un problème et que ce problème, on va le résoudre, que c'est le cas. Et donc, en fait, Magento, au départ, avait un produit qui était mauvais, avait par contre un marketing qui était excellent, qui était à des années-lumière de ce qu'on faisait chez PrestaShop. C'était peaufiné, parfait, et cetera, le discours. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'en démarrant par ce bout-là, ils ont réussi à fédérer une communauté et ensuite, avec cette communauté, ils ont amélioré leurs produits. Et donc là, ils sont devenus vraiment un challenger, beaucoup plus sérieux, bien plus que Shopify au départ. Et après, ils se sont fait, racheter assez tôt, ils ont reçu un gros investissement de mémoire de eBay ou PayPal, qui pour le coup les a pas forcément, servis, mais ils avaient quand même levé 50 millions en 2009, je crois, ou 2010, ce qui pour nous était assez impressionnant, nous qui avions levé que 700 000 euros. Et donc on était assez inquiets. Mais 700 000 euros, c'était ton tour de BA. Après, au C'est ça. total, tu as levé combien? Donc au total, ensuite on a levé 3 millions avec donc Serena Capital, et de mémoire ensuite on a levé 7 millions en série B, donc en Ouais. 2014. Mais quand on a vu Magento, on avait levé que 700 000 à l'époque et on s'est dit Mm. waouh, ça va être compliqué. Et on s'est dit bon, il faut qu'on continue à se concentrer sur notre produit et à l'internationaliser le mieux possible. Et comme la plupart des produits américains, généralement ils commencent uniquement aux États-Unis parce que le marché est déjà tellement grand. Et donc, c'est ce qu'avait fait Magento. Donc, on s'est dit, OK, on va être meilleur qu'eux partout en dehors des US. Donc, c'est ce qu'on avait fait. Et ensuite, Shopify, je les ai découverts un peu plus tardivement, de mémoire, je dirais en 2010-2011, quand je suis arrivé aux États-Unis. Et donc, je me rappelle très bien être revenu à Paris pour un board et dire à mon board, voilà, j'avais fait un rapport sur je ne sais pas combien de pages en disant l'avenir, c'est le SaaS. Et donc, à l'époque, on parlait très peu de SaaS. Et la raison numéro un pour laquelle en Europe, il n'y avait pas de SaaS ou peu de SaaS, c'était pour des raisons de vie privée. Les Européens avaient un problème fondamental avec le fait de donner leurs données dans le cloud. Et se dire, je Mm. vais avoir mes données qui sont... Voilà, ils se disaient, non, un logiciel, ça s'achète, je paye une licence et c'est fini. Je l'installe sur mon PC. Éventuellement, voilà. Et du coup, c'était assez contre-intuitif. Et donc, je passais mon temps à essayer de convaincre. Et j'ai pas eu apparemment les bons mots à l'époque pour convaincre mon board que c'était et mon équipe que c'était primordial et que c'est ce qui allait arriver. Donc on a raté malheureusement ce tournant. Shopify, lui, l'a très bien pris. Et ils ont eu également un bon produit. Et d'ailleurs, leur CEO est toujours le même, hein, de mémoire. Et donc, ils ont un produit qui est très bien, qui a su rester moderne, se réinventer et également avoir une très belle croissance. Donc, chapeau à eux. Mais voilà, donc on les a vus assez tôt. Ça nous a inquiétés et en même temps, on n'était pas vraiment sur les mêmes segments de marché. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que de mon œil à moi, qui connais pas tout à fait ton marché, pour moi, c'était quand même ton concurrent principal après Magento. Et donc, est-ce que toi, ça t'a donné un regain d'énergie? Tu vois, tu les as découverts donc quasiment 4-5 ans après avoir créé PrestaShop. Est-ce que ça t'a donné un regain d'énergie où tu t'es dit, il faut qu'on aille se battre contre eux, il faut qu'on soit meilleur qu'eux? Est-ce que c'était ton état d'esprit et l'état d'esprit de Christophe? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, le marché est assez grand, chacun peut vivre tranquillement, quoi? Alors, c'est Christophe qui avait insufflé ça, je me rappelle très bien en 2010 d'un meeting où il tapait du poing sur la table en disant: «On va les écraser ces Américains». Ah, c'est bon ça, c'est Donc bon. il était vraiment déterminé. En fait, dans mon cas, c'était un peu différent. On était en hyper croissance et j'avais pas vraiment le moment de me poser ce genre de questions, sincèrement. Quand on a 200-300% de croissance annuelle, on essayait plutôt de répondre déjà aux demandes. On avait plusieurs centaines d'appels téléphoniques par jour au standard de gens qui voulaient acheter quelque chose.
Donc on n'était pas en train de s'inquiéter en se disant: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire la boîte?» Non, on avait un nombre de boutiques qui grossissait, tous les jours, tous les mois. On est quand même passé de, 50 000 boutiques à 300 000 boutiques en quelques années. Donc en fait, on n'était pas inquiet et surtout on était meilleur dans tous les pays européens. L'Europe, c'est un marché, très fragmenté. Donc on avait moins de 20 de notre chiffre d'affaires qui était français et tout le reste était international. Donc on n'avait quand même pas cette crainte à l'époque et on ne savait pas aussi que Shopify allait devenir ce mastodonte. C'était encore, tôt, hein, finalement. Mais évidemment, on surveillait toutes les fonctionnalités qu'ils lançaient et on surveillait les produits, qu'ils pouvaient avoir, les partenariats et on se disait: «OK, tiens, ils ont lancé ça, est-ce que c'est intéressant?» Donc moi, je trouve ça plutôt sain au final d'avoir un concurrent, qui est bon sur votre marché, puisque ça vous force à vous remettre en question quand même, de temps en temps, en termes de pricing, en termes d'offres, en termes de fonctionnalités. À la limite, vaut mieux ça que rien, parce que sinon vous êtes toujours en train de vous demander s'il y en a pas un qui va sortir du chapeau, et vous bouffez vos parts de marché. Au moins quand ils sont établis et qu'ils sont là, bon bah, voilà, ça vous Ouais, maintient, 100% éveillé. d'accord avec ça. Donc, en fait, Shopify vous a fait beaucoup progresser, j'imagine. En effet et également pour revenir sur Magento, ce qui a été génial, c'est quand Magento du coup s'est fait racheter, puisqu'en fait ça a crédibilisé tout le secteur et ça a également donné un comparable en termes d'exit. Et donc, ça, c'est génial, ça crédibilise, tout un segment, de marché quand ça arrive. Donc pour nous, on a vécu leur rachat comme quelque chose de positif, qui nous a donné plus de perspectives, en fait, de sortie et quand Shopify Hmm. ensuite a fait son IPO, bah, c'était pareil. En fait, tout ça, à chaque fois qu'il y a eu des événements comme ça, on a reçu des appels entrants, soit de fonds, soit d'acquéreurs qui étaient intéressés. Non, mais c'est sûr, ça, c'est vraiment un enseignement qu'on donne aussi à la Tomcat, à tous les jeunes entrepreneurs qui viennent chez nous. C'est de, tu sais, souvent, tu as des entrepreneurs qui t'envoient un deck et il n'y a pas d'environnement concurrentiel sur le deck. Et donc, toi, en tant qu'entrepreneur aguerri, tu leur dis, attends, c'est qui tes concurrents? Et là, ils te répondent, ah non, mais on n'a pas de concurrents. Red Et ils flag. pensent que ils pensent que c'est bien, alors que pour nous, c'est red flag tout de suite. S'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire que soit il n'y a pas de marché, et donc ils se trompent totalement, soit ils sont alors hyper novateurs, mais généralement, quand on investit dans le premier sur un secteur d'activité, c'est pas généralement celui qui cartonne parce qu'évidemment, il doit évangéliser le marché, C'est ça. etc. Souvent, il Donc, éduque, le marché. il éduque le marché. Donc, conseil aux jeunes entrepreneurs, quand vous envoyez votre deck, faites bien le slide environnement concurrentiel parce qu'en fait, ça aide beaucoup. Mais pour terminer sur l'histoire Shopify, donc Shopify, ça vaut, bon, la bourse est fermée aujourd'hui, mais je crois que ça valait hier 150, 160 milliards. Je ne sais pas si toi, tu as communiqué, c'est public, la vente, le prix de vente de PrestaShop? Non, c'est pas public. Non, ok. Bon, j'imagine que c'est un peu moins que 150 milliards, voire beaucoup moins. Ça t'énerve pas de te dire, tu vois, quand Christophe il tape du poing sur la table, il y a, donc c'était quoi en 2010, donc il y a 15 ans, et qui dit, ouais, il faut qu'on se les fasse, ces Américains, et qu'eux valent 150 milliards aujourd'hui, ça t'énerve pas un peu, non? Tu te dis pas, j'aurais peut-être dû me battre un peu plus? En fait, Parce qu'en fait, tu as eu la chance, et tu le savais pas, hein, tu c'est le ça. savais pas quand tu as démarré en 2007. Mais toi, tu as eu la chance. Moi, j'ai été sur un marché avec mon go-to-market là, très précis, très focus sur les RH en France. J'ai été sur un marché, moi, relativement petit. Toi, tu as eu la chance, en fait, d'aller sur un marché énormissime. Et donc, ça t'énerve pas un peu de te dire que t'aurais pu y aller un peu plus agressivement et prendre une part de marché un peu plus importante? Alors, je suis quelqu'un qui est assez réfléchi et du coup, quand j'ai des décisions importantes à prendre, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans une boîte, généralement, je passe beaucoup de temps à envisager tous les scénarios possibles, le pire qui pourrait arriver, le meilleur qui pourrait arriver, et cetera. Et en fait, ce que je souhaite avant tout, c'est ne pas avoir de regrets et me dire que si je regarde en arrière dans 2 ans, dans 3 ans, être convaincu à 100 qu'à l'époque, j'avais analysé, la situation en détail et que j'ai fait ce qui me semblait le mieux. Donc pour répondre à ta question, j'ai aucun, regret de me dire: «Ah, j'aurais dû faire ça différemment» et cetera. À l'époque, avec tous les éléments dont j'avais à disposition, je me suis dit que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Évidemment, aujourd'hui, maintenant que j'ai la big picture, bah oui, je referais le truc différemment. Mais un élément que me disait Christophe à l'époque,
que j'avais du mal à comprendre. Il me disait qu'en fait, c'était important de se concentrer sur, le produit, sa simplification, faire en sorte que le produit soit vraiment génial. Et moi, je pensais qu'il y avait vraiment un équilibre entre le produit et les lignes de revenus et ainsi de suite. Et j'essayais de comprendre comment on pouvait faire du marketing pour grossir plus rapidement. Et il me disait: «Mais non, mais si ton produit est génial, ça va grossir tout seul». Et en fait, on voit que c'est le cas aujourd'hui avec, typiquement la compétition, on va revenir sur l'AI, hein, mais entre OpenAI et Anthropic. On voit que les 2 ont levé énormément d'argent, mais on a Claude avec, Claude Code qui est un produit qui est très, très, très nettement supérieur maintenant depuis 6 mois et peut-être que ça va rechanger, hein, mais pour l'instant, c'est le cas. Et si vous allez voir, sur Google Trends et vous tapez, par exemple, Codex et Claude Code ou OpenAI et Claude, vous allez voir que c'est à partir du mois de décembre 2025 que Claude décolle, mais vraiment quand on dit décolle, c'est fait 1 fois 10 et pulvérise, OpenAI. Et pour moi, ASF, c'est vraiment le moment où j'ai senti tout le monde autour de moi qui me disait: «Waouh, cette semaine, je suis passé à Claude Code, parce que machin m'en a parlé, c'est génial, ça a changé ma vie et c'est devenu mature et ça marche». Et en fait, au final, ça fait tout leur marketing. Et vous regardez aujourd'hui, on ne parle que de Claude là, depuis maintenant 3 mois, partout sur, Hacker News, Google News, c'est Claude, Claude, Claude tout le temps. Ouais, et puis il y a un autre truc qui ne trompe pas, c'est que tous les investisseurs, tous les actionnaires de Open, quoi, tous, il y a un mouvement très clair des actionnaires de OpenAI qui vendent leur part de OpenAI en secondaire et qui réinvestissent les proceeds de cette vente dans du secondaire de Claude et d'Anthropic. Donc ça c'est généralement, quand l'argent est fléché de manière aussi précise, c'est qu'il se passe un truc, quoi. Et on OK. le sent, même moi, attends, même moi à titre personnel, hein. Moi, j'étais un des tout premiers à télécharger, ChatGPT, je l'ai payé à mes enfants aussi dès que ça a été en version payante et j'ai basculé sur Claude, alors je suis encore un peu entre les 2, mais je suis plutôt maintenant 90 Claude, et j'ai basculé il y a un mois et demi, donc avec 2 mois de retard par rapport à la Silicon Valley, mais tu vois, on voit que ça va quand même très, très vite, quoi. Donc mais peut-être sur l'IA et sur le SaaSpocalypse, et j'aurai encore une question sur PrestaShop après, puis après on passera, il nous reste plus beaucoup de temps, après on passera sur Miotal. Mais sur l'IA et le SaaSpocalypse, c'est quoi toi ton analyse du truc? Est-ce que on en parle, ça fait 3 mois quoi, depuis le fameux Cloudwork qu'on en parle, donc ça fait que 2 mois quoi. Si, ça fait que 2 mois, mais quand même on en parle tous les jours, on y pense tous les jours. Toi, c'est quoi l'histoire? Comment ça va se passer? Je pense que le SaaS et le logiciel, d'une façon générale, va devenir une commodité. C'est le cas de plus en plus déjà depuis quelques années, mais là, ça va s'accélérer. Je pense que pour pas mal de logiciels qui sont assez simples, sur lesquels ce qu'on appelle la défensibilité ou le fait que le logiciel est vraiment unique, n'est pas forte, en fait, beaucoup d'entreprises vont se dire: «Bah, j'arrête d'utiliser ce logiciel, je vais l'internaliser». Parce que c'est très facile de développer quelque chose qui va être davantage sur mesure et collé à mon besoin et qui ne va rien me coûter ou en tout cas pas grand-chose. Et donc ça, on le voit déjà aujourd'hui, il y a plein de petites fonctionnalités qu'on payait, nous, par exemple, avant chez Miaotel, qu'on a redéveloppé en interne en quelques clics, quelques heures, et au final, on a un produit qui est meilleur que ce qu'on payait. Donc ça, c'est une réalité, c'est déjà en train d'arriver, mais c'est très progressif. Et ça va être une tendance de fond qui va peut-être s'étaler sur les 2-3 prochaines années. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des logiciels qui sont plus complexes. Donc on peut citer, Salesforce, mais il y en a d'autres qui ont un avantage concurrentiel et une défensibilité plus forte parce qu'ils ont un écosystème avec, des plugins, avec, des partenariats ou des fonctionnalités qui sont vraiment très avancées avec, de l'analyse vidéo et autres. Où là, ça devient quand même plus compliqué de les remplacer en un clic. C'est faisable également, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et donc sur ces segments-là, donc qui sont souvent sur l'enterprise ou mid-market, ça va mettre quand même beaucoup plus de temps avant de les remplacer. Et ce qu'on voit également, c'est que ces boîtes-là, déjà depuis quelques mois, passent leur temps à racheter des boîtes, des startups AI pour intégrer de l'AI dans leur stack. Et donc ce que je pourrais très bien imaginer typiquement, hein, avec un Salesforce dans quelques années, c'est que, on va continuer d'acheter du Salesforce ou du HubSpot, mais au lieu d'avoir une interface qui est l'interface un peu standard qu'on voit aujourd'hui et de rajouter des plugins dedans, on va pouvoir poser des questions aux entreprises en disant: «Bah,
quel est votre métier? Ah, vous faites ce type de métier, vous êtes serrurier, vous êtes ci ou ça. On va personnaliser l'interface et le produit pour votre activité. Et donc, en gros, vous utilisez toujours le tronc commun Salesforce, mais qui est totalement personnalisé en fait pour votre besoin. Et là, les gens se diront peut-être, OK, en gros, c'est de l'AI, mais j'ai pas besoin de le faire moi-même. Et c'est fait de façon plus pro. Et j'ai du service derrière, j'ai du support et j'ai encore des plugins. Et donc, pour beaucoup de boîtes, ce sera un no-brainer. Donc, je pense que oui, SaaSpocalypse, c'est réel, c'est probablement un peu exagéré comme à chaque fois. Maintenant, pour les petites boîtes, c'est génial. Il y en a plein qui vont économiser quand même pas mal d'argent. Et alors, deux questions par rapport à ça. D'abord, le SaaSpocalypse, il est aussi sur la valorisation. On l'a bien vu, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, la valorisation des grosses boîtes de tech et des gros SaaS qui ont chuté de 20 à 40%, ça dépend desquels. Donc, les Salesforce, les Workday, ServiceNow et même des Palo Alto Networks et autres. Et en fait, c'est parce que les analystes financiers pensent que le modèle économique du SaaS ne va plus fonctionner parce qu'en gros, on facture un SaaS très cher et je le sais puisque j'ai créé un SaaS en 2000 et c'est comme ça que je le vendais. Je disais oui, mais écoutez, je suis désolé, monsieur le client, mais pour vous livrer votre logiciel et pour le faire évoluer, on est obligé d'embaucher beaucoup de développeurs, quoi. Et donc, ça coûte cher, même si c'est immatériel, ça coûte cher. Donc, il faut nous payer cher. Et en fait, comme on voit que Cloudwork ou l'IA va permettre, heureusement, malheureusement ou heureusement, de réduire massivement le nombre de développeurs, eh ben, le client, il n'est pas bête. Un jour, il va commencer à dire à Salesforce, eh oh, ta facturation là, de 500 euros par mois par salarié, je la comprenais quand tu avais 150 000 développeurs, mais tu n'en as plus que 15 000 aujourd'hui, donc tu vas me diviser ton prix par 10. C'est ça la définition en fait principale du SaaSpocalypse. Et donc la question c'est, est-ce que à ton avis, parce qu'effectivement maintenant si on prend l'exemple spécifique de Salesforce, tu as Agentforce qui se renforce en permanence via des acquisitions, comme tu dis, de boîtes d'AI. Donc, le métier change un peu. Donc, est-ce que tu crois que la baisse de tarifs sur la licence Salesforce, elle peut être compensée par une augmentation de tarifs sur Agentforce? Ce qu'ils ont déjà commencé à faire, hein, puisqu'on parle de Salesforce, hein, c'est de facturer maintenant aux entreprises les tokens AI qu'ils utilisent. Voilà. Et ça va devenir la nouvelle monnaie d'échange. Donc, en fait, on déplace finalement le problème. Je fais confiance aux équipes de vente et marketing pour être créatives, pour essayer de capturer autant de valeur qu'avant. Mais je pense qu'il va y avoir des entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu plus ou moins bien. En fait, ça dépend, je pense, à quel moment de la chaîne de valeur on intervient. Des gens qui arrivent à capturer un maximum, ce qu'on appelle de dollar value, justement, sur cette chaîne de valeur, eux, ils vont peut-être continuer à tirer leur épingle du jeu correctement. Ceux qui étaient peut-être plus en amont, dans les couches où vraiment on crée les produits et autres, pour eux, je pense que ça va être davantage compliqué. Mais c'est difficile de prédire ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de remises en cause en ce moment dans les boîtes. Il y a Oracle qui a licencié, je crois, 30 000 personnes hier. Donc, c'est énorme. Je crois que c'est un quart de leurs effectifs ou 20% de leurs effectifs. Ouais, C'est Block, monstrueux. Block qui a licencié la moitié de ses effectifs le mois dernier. À plus petite échelle, je parle dans mon cas, chez Nia Hotel, pour vous donner un ordre de grandeur, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires là en 2-3 ans et on a 15-20% d'effectifs en moins. Donc, on a absorbé toute la croissance, qui est quand même énorme, sans augmenter nos effectifs. Donc, il y a beaucoup de boîtes en fait comme ça. Mmh. Et on passe notre temps à automatiser en fait un maximum de tâches et à rendre la vie de l'équipe plus agréable au quotidien. Donc c'est réel, tout ça c'est réel. C'est pas on entend souvent oui, l'AI, on n'arrête pas de dire que ça va tuer des emplois, mais ça marche pas si bien que ça. Non, ça c'est faux. Enfin, ça existe et tous les jours, on a plein d'exemples hyper concrets de tâches qui prenaient des journées entières et qui sont maintenant réduites à quelques minutes. Donc ça, c'est clair. Et bon, on pourrait en parler des heures et c'est passionnant. Mais l'autre question sur ce sujet-là, c'est par rapport aux entrepreneurs en tant que tels. Tu vois, moi, à un moment, je me dis que nous, on est rentré dans la période bénie de l'entrepreneuriat de la tech, quand il n'y avait rien, quand il fallait tout construire. On a eu beaucoup de chance, c'était très dur, surtout quand on a commencé en 2000.
toi, tu as commencé en 2007, donc il y avait déjà, tu as commencé quand l'iPhone s'est lancé d'ailleurs, en 2007. Et donc, on était là, je veux dire, tout était à faire. Et, et tu vois, là, je suis intervenu à l'IA Summit en Inde. Là, on était en Inde il y a déjà un mois et demi. Et j'interviens devant, je sais pas, 250 entrepreneurs indiens. Et il y en a un qui me pose la question, il me dit: «Ouais, non, mais vous avez de la chance, parce qu'à votre époque, vous pouviez tout faire, tout était possible. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas si le métier d'entrepreneur de la tech, il est en fait si excitant ou si stable que ça». Quoi, il n'a jamais été stable, mais on ne sait même pas s'il a de l'avenir, parce qu'en fait, ça bouge tellement vite que le temps qu'on arrive à un go-to-market, on sera peut-être déjà cloudisé ou chat-GPTisé. Et puis peut-être qu'à terme, les startups, ça sera aussi les agents qui font les startups, quoi. Ça sera même plus les humains. Et donc il me pose la question, il me dit: «Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être entrepreneur aujourd'hui qu'à ton époque?» Et je pense qu'avant ce fameux événement de décembre, ou plutôt de Cloudwork de janvier-février, je répondais toujours: c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour vous aujourd'hui que pour nous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le cash, vous avez les salariés qui veulent vous rejoindre, vous avez les grands groupes qui n'ont pas peur d'acheter des solutions créées par des start-upers. Tout est là pour vous, quoi. Vous avez des accélérateurs, vous avez tout ce qu'il faut. Mais depuis la sortie de Cloudwork, j'ai un gros doute. Et je me dis, waouh, d'être entrepreneur aujourd'hui, c'est peut-être en fait encore plus risqué qu'à notre époque. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Il y a 2 choses. La première, c'est que toutes les barrières à l'entrée sont en train de tomber. Tu en as listé un grand nombre, mais maintenant, la dernière, qui était celle du code, et d'avoir un cofondateur technique et autres, elle est de moins en moins vraie. Donc en effet, elles sont en train de tomber. Et la deuxième chose, c'est toutes les barrières sont en train de tomber. Donc, en gros, oui, tout le monde va pouvoir lancer son propre truc et faire un truc génial. Et en même temps, beaucoup plus de gens vont se lancer, donc ça va être plus challenging. Oui, à long terme, clairement, potentiellement, on pourra avoir des agents qui vont lancer des boîtes. Il va y avoir une révolution, et je pense, comme dans toutes les révolutions, ceux qui vont s'en tirer le mieux, c'est les vendeurs de pelles et de pioches. Donc, comme pendant la ruée vers l'or, c'est ceux qui construisent les outils et les plateformes qui, au final, vont être les grands gagnants quoi qu'il arrive. Et ce sera peut-être pas les tout premiers, OpenAI, etc., mais peut-être ceux qui vont arriver en deuxième ou en troisième, peu importe. Mais dans la durée, eux, c'est sûr qu'ils vont tirer leur épingle du jeu. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, ce que je trouve incroyable aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une idée et de passer au prototype et de pouvoir le tester en quelques heures. Et ça, en fait, à l'époque, c'était pas le cas. Et Ouais. donc, le fait également de pouvoir aller sur Claude et ChatGPT et dire, voilà, j'ai cette idée de business, peux-tu me sortir les 50 raisons pour lesquelles ça va pas marcher? Et ensuite d'essayer de les démonter une par une. Ça, à l'époque, il fallait aller voir des mentors, fallait aller tester sur le terrain. Alors aujourd'hui, évidemment, on peut toujours le faire, mais ça prenait quand même des semaines, voire des mois. Et parfois, au bout de 6 mois, on disait, en fait, cette idée, elle est pourrie. C'est pas bon. Il faut que je change d'avis et que je fasse autre chose. Aujourd'hui, on peut quand même gagner pas mal de temps. Donc pour moi, c'est quand même positif dans l'ensemble. Maintenant, je ne ferai pas de prédiction sur comment ça va être dans 5 ans ou dans 10 ans. Je pense qu'il y a quand même une fenêtre de tir là, tout de suite, maintenant, pour des gens qui vont lancer quelque chose, qui est une opportunité incroyable. Et donc, à toutes les personnes là qui hésitent à se lancer, je leur dirais: «Mais foncez, quoi. Foncez là dans les 3-6 prochains mois, allez-y, quoi». Ça, c'est une super news. Et si toi, tu devais te lancer, là, si tu devais te relancer, tu te relancerais dans quoi? Alors, je pense que j'essaierai de pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Donc, je me lancerai déjà sur un marché qui est grand, donc typiquement États-Unis ou voire mondial. Ensuite, j'irai plutôt vers des clients mid-market ou enterprise, donc des clients assez gros qui ont les moyens de payer, avec de la récurrence. Donc, en gros, ce seraient les trois prérequis. Mais ensuite, qu'est-ce que je ferais comme produit? Aucune idée. Euh, Tu OK, ouais, si tu le savais, tu le ferais, je le sais. OK, il faut encore que je te pose une question sur PrestaShop, et après on n'aura plus que quelques minutes sur Newtel, malheureusement. Mais sur PrestaShop, donc si j'ai bien suivi, parce que je te suivais beaucoup à l'époque, tu as quand même eu après plusieurs autres CEO
de mémoire. Tout à fait. Et donc, si tu peux nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé, pourquoi tu as changé de CEO et comment ça et quel impact ça a eu déjà sur toi personnel entre voilà, ton mental de founder, ta vie de founder, qu'est-ce que ça t'a fait de devoir peut-être prendre des décisions difficiles, de changer de CEO, qui n'est pas neutre, hein, Mmh. c'est pas neutre du tout, hein. Tout à Donc, fait. comment tu as vécu ça et pourquoi c'est arrivé et combien de fois c'est arrivé, quoi? Alors déjà, je pense que d'une façon générale, il y a une chose qu'on dit souvent qui est très vraie, c'est que, une personne peut vraiment être la meilleure dans une entreprise pour un poste donné pendant quelques années et si l'entreprise change de dimension et évolue et se transforme, il est tout à fait possible que cette personne finalement ne soit plus au meilleur endroit où elle puisse être. Soit dans cette entreprise, soit ailleurs. Et en fait, pour un directeur ou une directrice générale, c'est la même chose. Ça n'y coupe pas et donc PrestaShop, c'était vraiment une boîte qui a grossi extrêmement vite, peut-être trop vite, de façon un peu déstructurée, avec des problématiques qui ont changé au fil du temps. Au début, c'était une problématique plus financière, comment viabiliser la boîte. Ensuite, il y avait une problématique de brand awareness, comment la faire connaître et ensuite, plus une problématique de comment la faire scaler et potentiellement la revendre. Et en fait, les directeurs, ou directrices générales qu'on a pu avoir au fil du temps, avaient chacun une compétence bien précise qui collait à ces problématiques, mais pas forcément à toutes les problématiques. Donc oui, c'était des décisions assez, difficiles de se dire: «Bon, bah, cette personne a fait un super job depuis 2 3 ans, mais là ça marche pas et si on veut que la boîte survive, bah, il faut trouver quelqu'un d'autre». Et donc, je pense que quand on a un fondateur CEO qui reste, à la barre du truc, bah, il est peut-être pas idéal pour toutes ces phases, mais on se dit: «Bah, OK, mais c'est lui ou elle qui a créé la boîte, donc bah, voilà, c'est comme ça». Et par contre, quand on a, quelqu'un qui est directeur général, directrice générale, qui est arrivé, après, bah, on a peut-être une vision un petit peu différente. En tout cas, je pourrais, écrire, un livre sur chacun d'entre eux ou d'entre elles et dire: «Bah, voilà tout». Bah, tu devrais, ça servirait à beaucoup de jeunes entrepreneurs parce que c'est un énorme sujet ça, hein. Mmh. Et toi, tu en as vécu, tu as vécu plusieurs changements et donc ça serait hyper intéressant. Bon et ouais, Bruno, désolé, mais on a dépassé le temps là, je sais pas, malheureusement en seulement 3 minutes, tu peux nous faire, l'histoire, Mutual parce que c'est quand même, ta deuxième boîte, une boîte, born in the USA, sold in the USA si j'ai bien compris, donc hyper excitant, mais bon, en 3 minutes parce qu'après c'est Erika qui reprend la main pour le Erika, key takeaway question. Donc en 3 minutes, en fait, en 2015, on a eu une offre, 2016 de rachat de PrestaShop qui était très intéressante et malheureusement, on n'était pas tous alignés sur le fait de pouvoir vendre. Je pense que ça aurait été une très belle histoire et on a décidé de ne pas le faire, à mon grand regret. Et du coup, on a attendu, quelques années plus tard pour, finalement lancer un processus de vente de la boîte, que j'ai piloté, qui a été extrêmement stressant, qui avait lieu entre l'Europe et les États-Unis. Et pendant ce processus de vente, j'ai fait malheureusement un AVC. Donc c'était en 2018. Donc ça a été assez, un peu un choc pour moi, une révélation et je me suis dit: «OK, il faut que je prenne du temps pour moi». La cause identifiée, c'était le stress, donc c'était évident qu'il fallait lever le pied et donc j'ai pris une pause pendant 1 an où je me suis mis à faire plus, du mentoring et du consulting. Et lors de cette phase-là, j'ai rencontré une américaine en fait, qui avait un peu plus que la trentaine à l'époque et qui avait donc, cette société Mia Hotel qui était donc une, marketplace qui met en relation des propriétaires de chats avec, des cat-sitters. Et à chaque fois qu'on entend ça, la première fois on se dit: «Ouais, c'est rigolo, mais bon, c'est pas une vraie boîte, c'est un projet un peu marrant». Mais en fait, si on se penche un peu, là-dessus aux États-Unis, c'est un business énorme. On parle de milliards de dollars. Les Américains sont très friands de ce type de service et donc je l'ai accompagnée pendant quelques mois et un jour, elle m'appelle, elle me dit: «Je vais pas bien du tout, mon CTO, vient de poser sa démission, il part». Et donc là, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est peut-être une bonne opportunité pour moi de repartir sur une aventure, plus tranquille», puisque c'était une boîte plus petite qui avait pas levé de fonds à l'époque. Et je me suis dit: «Franchement, pour faire un business comme ça, on peut peut-être le rentabiliser sans lever, des millions». Et donc je lui ai dit: «Bah, banco, on s'associe et je rejoins en late stage, co-founder technique». Et donc on a passé, pas mal de temps ensemble, on a passé plusieurs années ensemble à San Francisco, pour monter, le produit ensemble. Quand je suis arrivé, de mémoire, elle faisait, entre 100 et 300 000 $ de chiffre d'affaires par an, ce qui était le début, donc c'est bien.
pour vous donner un ordre de grandeur, cette année, on va faire 26 millions. Le montant total des fonds qu'on a levés, c'est 600 000 $, incluant de Waouh! l'argent à elle et à moi. Donc, en fait, on a levé moins que Belle ça. efficacité de création de valeur. Voilà, donc bootstrappé, marché 100% américain et très petite équipe, donc 22 personnes. Et donc, en fait, on a fait croître la boîte très vite en 5 ans et on l'a revendue donc il y a maintenant 2 mois à notre principal concurrent américain, donc qui s'appelle Rover. Voilà. Super, bravo. Et là, donc, tu es en phase burn-out. Tu vas rester encore combien de temps dans le projet? Alors, je peux pas communiquer là-dessus, mais généralement, Ok, quand une boîte se vend, on est censé rester quelques années. Donc, en fait, pour faire un peu le SAV, donc dans notre cas, on verra comment ça se passe, mais c'est un horizon de temps relativement court. ok, L'équipe est vraiment top, donc on apprend beaucoup. Et donc, ouais, à ce stade, super content de l'opération. super, bravo. Allez, Erika, quelques key takeaways et ta question magique. Alors Bruno, que sont les avantages d'être un entrepreneur français aux États-Unis? Ah, Alors, en fait, il y a vraiment le charme français. C'est pas un mythe, mais je pense que la chose qu'on m'a probablement dit le plus, ces 15 dernières années ici aux États-Unis, c'est: «Oh, l'accent français, c'est lovely». En gros, c'est vraiment un peu comme nous, peut-être on entend l'accent, british, parfois on trouve un côté un peu romantique ou charmeur. Pour eux, c'est un peu ça. Donc c'est ça. Puis après la communauté, comme on le disait, hein, 80 000 Français dans la Bay Area et donc sentir qu'il y a un peu une petite France, je ne vais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu ça, qui est ici, c'est hyper sympa également, très souvent. je confirme, l'accent français, ça marche bien. Quand tu vas signer un contrat, tu prends un accent français bien plus fort et ça peut aider. Et quelques key takeaways de notre conversation. On va commencer par la création d'une startup et la croissance d'une startup ne sont pas la même chose. Elles demandent des compétences différentes. Il faut aussi connaître, bien sûr, ses concurrents et surtout le marché. Quand on est bien chez soi, on est mieux au travail. J'ai beaucoup aimé cela. Et pour être un leader mondial, il faut avoir un pied aux États-Unis et un pied en Europe. Et voilà les key takeaways. Perfect, perfect. Super. Moi, une dernière question, Bruno, avant qu'on se quitte. Tu as vu les deux, tu as vu les entrepreneurs français, tu es français, tu as vu les entrepreneurs américains. À ton avis, qu'est-ce que les entrepreneurs français devraient apprendre des entrepreneurs américains? Qu'est-ce qui manque aux entrepreneurs français par rapport à our US friends? Ils n'ont rien à envier sur le plan de la technique et de la conception de leurs produits. Là où ils devraient potentiellement, se remettre en question, c'est sur le storytelling et la façon dont ils racontent leur histoire. Donc c'est vraiment ça sur lequel il faut travailler. Donc non seulement les pitchs, les elevator pitch, mais également à se présenter et à vendre leurs produits sous la forme d'une histoire. Je suis 100% d'accord avec ça. On y passe beaucoup de temps à la Tomcat. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça fait 25 ans qu'on dit ça, tu vois. Ça fait 25 ans qu'on dit que les Français doivent progresser là-dessus, et ça progresse toujours pas. Je t'assure, c'est terrible, hein. Et on passe des heures à la Tomcat à refaire le storytelling, à refaire les pitchs, à refaire le elevator pitch. Euh, mais quand ils arrivent, c'est catastrophique. Et comment c'est possible 25 ans plus tard qu'il n'y a pas eu de progression, à ton avis? C'est difficile à dire. Je pense qu'en fait, on dit souvent aux États-Unis que les Français sont vus comme étant prétentieux. Et je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très humbles et qui justement se sous-vendent un peu, qui ont un peu le syndrome de l'imposteur et qui vont avoir tendance à minimiser un peu les choses et du coup axer leur histoire sur le côté mon produit est le mieux parce qu'il a telle et telle fonctionnalité plutôt que de raconter pourquoi ils ont monté ce produit. Mais d'où ça vient, je sais pas. Je pense que c'est dû à l'école. En fait, aux États-Unis, à l'école, quand on est jeune, les professeurs, même si vous n'avez pas forcément des notes géniales ou autres, vont toujours vous encourager, vous tirer vers le haut, vous dire que c'est génial ce que vous faites. Et alors peut-être qu'ils vous mentent un petit peu, peut-être qu'il y a un peu d'hypocrisie, mais en fait, à choisir, est-ce qu'il vaut mieux pas beaucoup de positivisme plutôt que beaucoup de négativisme? Et donc en fait, les Américains, d'une façon générale, sont plutôt positifs et vont de l'avant et croient en l'avenir. Là où les Français sont plutôt, bah, j'en fais partie, hein, souvent à se plaindre, souvent inquiets, à voir potentiellement davantage les problèmes plutôt que les opportunités.
Ouais, 100% d'accord avec ça. La première fois que j'étais à l'école aux États-Unis, je me souviens, je voyais tous les Américains là, poser des questions aux profs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette classe là? C'est fou, quoi. On a l'impression que c'est des potes. Et donc, je me force à lever la main pour poser une question. Et le prof sent que je suis vraiment pas à l'aise, limite je tremble. Et il me dit, mais don't worry, there's no stupid question. Tu vois. Et ça m'a transformé, quoi. Parce qu'en France, effectivement, déjà, on n'osait pas poser des questions. Et puis, si en plus on en posait une, on avait peur de se faire engueuler parce que la question était conne. Donc, c'est clair que ça a un gros impact, malheureusement, sur le reste de ta vie. Après, il y a un autre sujet, je pense aussi, sur ce point-là, c'est que les entrepreneurs français, en tout cas en grande majorité, et on en voit, comme tu le sais, énormément, ils sous-estiment totalement, comme tu l'as très bien dit, et comme je l'ai vu aussi aux États-Unis, ils sous-estiment vraiment l'importance de l'histoire et l'importance du marketing et l'importance de l'impact de la vente, quoi. Et Mhm. comme je leur dis souvent, pour leur imager l'importance du sujet, je leur dis, vous savez, souvent, c'est pas la boîte qui a le meilleur produit qui gagne. Oui. La boîte qui gagne, c'est celle qui a le meilleur marketing et le meilleur sales. Mhm. Et ça, on s'en rend pas encore compte suffisamment. Donc, j'espère qu'avec ce podcast, un plus grand nombre vont s'en rendre compte grâce à nous. Voilà, super. Bah, merci Erika. Merci Bruno, c'était génial. Et hâte de te voir en France ou à San Francisco. Merci. Merci. Allez, happy Easter à vous deux. Oui. À la À prochaine. très bientôt. Merci à tous.